Je m'appelle Oussama Monique Sagna, je suis journaliste culturelle et ce soir, c'est avec un plaisir que je serai avec vous pour 2 heures pour ce premier numéro des conférences Lingué initié par la plateforme Étoile africaine. Aujourd'hui, nous allons parler de savoir, de savoir-faire, mais surtout de transmission. Je pense que nous connaissons la signification de Lingué en Wolof qui veut dire témoin. Et quand on parle de passage de témoin, on parle forcément de transmission de connaissances et surtout d'une relève à former et à préparer. Mais ce soir, le thème, c'est la créativité face aux codes culturels. Et nous avons l'honneur d'avoir ici une grande dame entourée de grands messieurs de culture. Je veux nommer Madame Marietou Mbaye Ken Bougoul, Monsieur Ousmane Ndiaye Dago et Monsieur Wagan Gueye. On fera leur présentation successivement tout à l'heure. Bien avant de démarrer la conférence, je vais donner la parole à Madame Dorine Gueye, qui est la directrice éditoriale de la plateforme Étoile africaine et qui est l'initiatrice de ces conférences Lingué pour son mot de bienvenue, mais aussi pour qu'elle nous explique un petit peu les motivations de telles conférences. Madame Dorine Gueye, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et à toutes. Je n'ai pas l'habitude de parler devant la caméra. Je suis habituée à être derrière la caméra. Merci beaucoup, merci vraiment. C'est avec fierté et un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui ici à l'Institut français pour lancer la série de conférences Lingué en partenariat avec l'Institut français à travers Nogueï que je remercie. Merci beaucoup. Donc Lingué, c'est une série de conférences, un cadre d'échange, un cadre de partage, de transmission de savoir et de savoir-faire. Voilà, donc cette série de conférences est initiée par Étoile africaine qui est une plateforme de promotion des industries culturelles et créatives, de l'entrepreneuriat et des talents africains. Nous avons lancé un web magazine, étoileafricaine.com, le magazine bimestriel papier, qui est un magazine panafricain qui existe ici au Sénégal, présent dans la sous-région également. Et nous espérons que cette série de conférences-là sur la transmission de savoir et de savoir-faire soit pérenne. Merci, Osama. Merci beaucoup, Doris. Je ne vais pas vous retenir vu que vous n'aimez pas trop les micros. Et je tenais également à remercier Wagan Gueye, remercier Tata Ken Bougoul et Ousmane Ndiaye Dago d'avoir vraiment accepté d'être les premiers panélistes de cette série de conférences. Merci. Je m'en vais présenter Madame Marietou Mbaye Ken Bougoul. C'est pas facile, mais on va essayer de condenser quand même la présentation. Donc, elle est écrivaine, romancière, animatrice d'ateliers d'écriture. Et en 1982, elle fait son entrée dans le monde de la littérature. Avec le Baobab Fourou, elle signe avec le pseudonyme Ken Bougoul. Donc, en Wolof, cela signifie personne n'en veut. Et depuis, elle milite pour la libération de la parole des femmes. Elle est diplômée en langue, spécialiste des questions de développement économique et social, de la planification familiale. Elle a travaillé dans des organisations nationales et internationales également. Donc à ce jour, Ken Bougoul compte 11 romans, dont les plus célèbres, le Baobab Fou, bien évidemment, traduit en plusieurs langues, en allemand, en espagnol, en anglais. Nous avons aussi Cendre et Braise, Riwan ou Le Chemin de Sable, entre autres. Ken Bougoul actuellement a également des projets, je m'en vais vous les souffler un petit peu. Donc actuellement, elle prépare donc quelques ouvrages comme héritage. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en savoir plus. Les Soufis de Ndoukoumane également est en préparation. Les femmes milliardaires du Golfe de Guinée. Je vous parlais des Nana Benz et des Mama Benz à l'Aja. Elle est élevée au grade de commandeur des arts et lettres par la République française. Ken Bougoul, merci d'être là ce soir.
À côté d'elle, nous avons également un grand photographe, un artiste, un designer, un graffeur sénégalais, Ousmane Ndiaye Dago, de son vrai nom. Il a été formé à l'Institut national des beaux-arts de Dakar et à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, en Belgique. Il a été l'invité de Porsche en Milan en 2001, où il a tenu son exposition Femmes et Terre. Il fait partie des rares Sénégalais ayant fait la Biennale de Venise. Il a fait également la Biennale de Valence, de Barcelone et de Pologne. Si Ousmane Ndiaye Dago est connu dans la photographie, c'est plutôt par rapport à son thème de prédilection qui est la femme. Donc nous avons tous vu les photos de Ousmane Ndiaye Dago. Il a fait de grandes réalisations, beaucoup de logos d'entreprises que nous rencontrons, je ne peux pas les citer toutes, sont de sa création. Ousmane Dago a également réalisé des conceptions graphiques pour l'UNESCO, Enea, Codesria, magazine Lisa, c'est sa signature, et des pochettes d'artistes musiciens comme Youssou N'Dour et Thione Seck. Et tenez-vous bien, il a également travaillé avec Madame Ken Bougoul, ici présente. Ousmane Ndiaye Dago, bienvenue et merci d'être là ce soir. Lui, c'est un artiste, il travaille également avec les artistes, vu que c'est un commissaire d'exposition. Wagan Gueye est un médiateur culturel, également son domaine de prédilection est les arts visuels. Il capitalise 30 ans d'expérience dans ce métier. Wagan a travaillé avec des artistes tels que Aïcha Aïdara, le plasticien Ibou Diokhane. Il a également fait l'exposition Fadidi avec Marie-Madeleine Diouf, Nounou. On se rappelle de cette belle exposition axé sur la cour intérieure des concessions serrères avec les jolis textiles qui étaient exposés. Wagan est également scénariste. Il est coproducteur du film documentaire Arumbed, les murs de Dakar, sélectionné en première internationale au Festival international du livre de Toronto, la version française également. Ce film a aussi été sélectionné à la Biennale Dakar 2012. Il est diplômé du pôle textile de l'École nationale supérieure des beaux-arts d'Anvers, Tourlemont. Monsieur Wagan Gueye, merci d'être là. Bienvenue. Le thème de ce soir, c'est la créativité face au code culturel. Je vais un petit peu inverser la règle en donnant la parole à Monsieur Gueye. Je pense que c'est le Benjamin, excepté moi bien sûr, de ce panel. La créativité face au code culturel. Je pense qu'on va un petit peu y aller étape par étape. De quel code culturel il s'agit? Ces codes culturels sont-ils des handicaps, un frein, ou bien stimulent-ils la créativité des artistes? Que vous inspire le thème, Monsieur Wagan Gueye, la créativité face au code culturel? Je pense que lors de nos échanges, vous avez soulevé en premier lieu la famille comme obstacle ou même comme code culturel qui entrave à la créativité. Bonsoir, merci au public d'être venu, merci à Dorine et Osama et à toute l'équipe d'Étoile africaine de nous avoir permis, je pense moi et mes deux autres intervenants, à participer à cette première. Nous avons beaucoup échangé, Madame Osama et moi, au sujet de cette première conférence. Et par rapport au titre de la thématique qui est posée ce soir, je pense, et par rapport aussi à mon expérience personnelle, forcément, c'est avec ça que je parle. Le premier, je pense, problème que nous avons en tant qu'artistes, aux jeunes adolescents ou adolescentes dans nos sociétés, et plus particulièrement la société sénégalaise, à vouloir s'engager en art, c'est la famille. Voilà, qu'on le dise ou non. Et quand j'insiste sur expérience, je le dis parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui, après, réussissent des carrières excellentes, extraordinaires, mais au départ, ils ont eu droit à quelque chose. C'est cette fameuse réunion familiale-là. Ça peut même être comme quand une femme va trouver son domicile conjugal et qu'on lui donne des charges. Et la famille dit et insiste, très souvent, je pense, en majorité, dit non à l'engagement ou à l'engagement ou à ce pas que veut franchir ce jeune,
voilà, de 18 ans, de 16 ans, de 20 ans, pour engager une formation déjà. Parce que je pense qu'avant d'être artiste, soit on va vers une formation classique d'école de beaux-arts ou autre, ou on va vers un atelier de formation, fréquenter des cercles d'artistes. Ou, voilà, ou de créateurs, on peut le dire comme ça. Mais je pense que nos familles, je le répète, la société sénégalaise a un aspect très ouvert, très démocratique. C'est le reflet qu'on donne et on le vit aussi, je pense. Nous sommes une société d'échange, de paroles, d'expression, mais aussi nous sommes une société aussi très conservatrice. Et très souvent, je le répète par expérience, les artistes, en tout cas pour certains, je peux nommer par exemple un artiste comme Soli Cissé, voilà, famille dakaroise, établie à Mermoz, le père radiographe. Et cela est venu sur le catalogue de Soli, sur ses 10 ans de carrière qui a été exposé au musée d'éléphants, où il raconte aussi toutes les difficultés qu'il a eues et même une tension avec son père. Voilà, les mères sont plus compréhensives souvent. Voilà, elles sont beaucoup dans l'intuition, elles sont beaucoup dans la concession, oui, dans des concessions plutôt, dans une recherche de consensus, je dirais. Mais, et donc, l'astuce trouvée par quelqu'un comme celui que beaucoup ont fait, hein, mais l'écart même n'est pas grand, parce qu'au moins, on lui a permis de faire les beaux-arts après cette grande réunion-là d'interdiction. Et donc, mais tu vas faire environnement, donc tu es censé après aller vers l'architecture, c'est-à-dire trouver un métier normal. C'est ça. Voilà. Et je pense que ça reviendra. Et ce même cas que j'ai cité de celui, comme je travaille avec des artistes, globalement, beaucoup d'artistes visuels, donc des peintres, des sculpteurs, des photographes, notamment des jeunes qui ont, bon, jeunes c'est relatif, des gens qui sont à la fourchette de 40 à 50 ans, je suis dans cette fourchette d'âge. Je pense, voilà, c'est un phénomène très récurrent dans nos sociétés, qu'on le dise ou non. Et je peux même dire autre chose. Le thème m'a interpellé par rapport à un homme qui est décédé, paix et salut sur lui, Lengstal, Amadou Tall, ancien tombiste. C'était un ami de mon père. Et mon père, des fois, sur le tard, avant son décès, mon beau-père, il rigolait. Il me dit, quand nous allions voir son père, qui est quand même un des dignitaires de la famille Tall, la famille omarienne. Et donc, il dit, son père lui disait, en gesticulant, Amatal, je t'ai vu à la télé, tu fais tung 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 tung. Tung 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 tung, c'est pas bon. Laisse. Amatal, c'était le bassiste de Number One. Voilà, son décès. Mais il a tenu, il a fait carrière. Et il est mort après, voilà, dans des conditions un peu tragiques d'un accident. Et lors de son décès, avant de l'enterrer à Yoff, on l'a amené au mausolée de la famille Tall. On l'a prié parce qu'il aurait pu être khalife des familles Tall. Mais il a pris carrière, il aimait énormément la musique. Et c'est un artiste au sens plein du terme. Il était de cette vague des Krembaï, des Jouakam, de toute cette Médina des années 50, 40, ceux qui ont fait Bax et tout. Donc des jeunes très impertinents quand même plus que nos générations d'après. Voilà, donc pour dire, mais ce phénomène, même 20 ans, 30 ans après, je ne sais pas aujourd'hui quel regard ou quel regard et verdict donneront les parents à leurs enfants qui vont aller à Supimax ou aux Beaux-Arts de Dakar et ailleurs, aux Forêts, voilà, pour faire une formation en art. Voilà, je reste sur ça. Merci. Madame Ken Bougoul, ce thème est vous. J'ai envie de vous poser cette question en premier. Ce thème est vous. Avez-vous connu les codes culturels quand vous avez embrassé votre métier, quand vous avez embrassé la littérature? Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. Je veux toujours pas parler, je ne veux pas parler de moi toujours à l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que mon cas est un peu différent parce que je n'ai pas commencé à écrire en évoluant dans une famille. D'abord, je n'ai jamais évolué dans une vraie famille. Ensuite, n'ayant pas évolué dans une vraie famille, je n'ai pas été, depuis que j'étais petite, 5-6 ans, était dans un encadrement familial où on me conditionnait à des codes
j'ai pas connu de code, parce que j'ai pas été éduquée. Ça se voit d'ailleurs, je me tiens bien, je suis pas bien, je parle mal, je suis pas très civilisée, etc. Parce que j'ai pas été encadrée, éduquée. Et donc j'ai évolué librement. Et quand j'ai commencé à écrire, j'étais d'un certain âge, j'avais déjà 35 ans, hein, donc j'étais pas très jeune. Ensuite, j'étais autonome, entre guillemets, c'est-à-dire que je vivais seule. Je ne vivais pas dans une famille, je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfants, je ne travaillais pas et je vivais dans la rue. Donc c'était facile, puisque donc, il n'y avait aucune emprise sur moi pour dire, etc., etc., on ne fait pas comme ça ou on ne fait pas comme ça. Donc je n'ai pas eu ce problème-là. Mais au niveau de la créativité en tant que telle, je n'ai même pas beaucoup réfléchi avec le Baobab Fou en l'écrivant. C'est-à-dire, je n'en étais plus à me demander est-ce que ça va choquer ou pas. J'étais dans une urgence, dans une nécessité de m'exprimer que je n'ai même pas réfléchi. D'abord, je n'avais pas à réfléchir parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais été conditionnée à comment... j'ai essayé de moi-même m'auto-conditionner. J'ai voulu être une fille bien. En fait, d'abord, j'ai voulu être une fille. Je voulais être civilisée, m'arranger un peu. J'ai voulu être une fille bien pour me regarder comment mes copines dans mon village, dans mon environnement proche, où que je sois, se comportaient pour être une fille bien. Mais ça ne me réussissait pas tellement parce que peut-être que ça ne... C'était pas moi, j'étais pas moi. Peut-être que je jouais à un jeu, donc j'ai tout abandonné. Mais au niveau donc de la créativité, je réfléchissais pas. Et quand, par exemple, le Baobab Fou est sorti, qu'on a trouvé que c'était scandaleux, des universitaires, même ont condamné d'abord l'écriture. Qu'est-ce que c'est que cette manière de s'exprimer en français, d'abord? Ensuite, la société. Je me rappelle, j'étais chez une dame très connue ici au Sénégal qui m'avait invité à déjeuner. Après la sortie du Baobab Fou, je vivais dans mon village où je vivais avec, j'étais avec le marabout, avec Serigne Khassim Mbacké, et j'étais de passage à Dakar. Et cette dame m'a invité à déjeuner, une grande intellectuelle, qui avait invité à l'occasion d'autres personnes. Et quand je suis venue, j'étais installée à l'entrée, on attendait que les autres invités arrivent. Une dame, très bien, de Dakar, je ne veux pas citer son nom, qui entre, bonjour madame, je dis bonjour. Et puis elle s'assoit à côté de moi. En attendant, on discutait de choses et d'autres. Elle me dit, mais est-ce que vous avez lu le Baobab Fou? Je dis, oui, je suis en train de le lire. Il dit, moi, cette fille qui a écrit le Baobab Fou, je ne l'inviterai jamais, jamais chez moi. Mais comme elle a commencé à casser Ken Bougoul, et moi, dans ma dignité de femme du marabout, sortant avec mon grand boubou en basin blanc, je me rappelle, j'étais vraiment une vraie sorna, quoi. Je ne l'inviterai jamais. Comment cette fille, elle peut parler de sexualité, elle parle, et c'est une droguée en plus. Mais comment ce livre ne devait pas sortir au Sénégal, etc., etc. Et la dame qui nous a invités, cette grande dame, qui est toujours en vie, qui arrive gentiment et qui dit, ah tiens, mais je te présente, tu la connais, c'est Ken Bougoul. Oh là là, donc la dame... donc, peut-être l'image qu'elle attendait de moi, c'était pas de voir cette dame assise dans son grand boubou basin blanc, comment elle a pu... Là, elle était bouche bée. Et j'ai vu quand le Baobab Fou est sorti, comment au Sénégal, la moitié des gens qui ont lu le livre m'ont carrément rejeté, marginalisé, et une autre moitié qui a dit que non, c'était bien. Donc tout de suite, on voit que je ne m'étais pas censurée, parce qu'il y a aussi un problème dans la créativité, l'autocensure. On se censure soi-même en se disant, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je ne peux pas dire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et ça
Donc, c'est pas un code culturel puisque c'est de l'autocensure, mais en même temps, c'est conditionné par un environnement socio-culturel qui fait qu'on se dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, l'autocensure aussi, entre autres, ça aussi c'est un frein à la créativité. D'accord. J'ai envie de vous demander, écrire sous pseudonyme, est-ce une façon de fuir un petit peu des codes? Mais je vais revenir à vous tout à l'heure. Je vais donner la parole à monsieur Ousmane Diaïdago, artiste, photographe. Son domaine de prédilection, femme, terre. Monsieur Diaye. Salam alaikum. Voilà. Au fait, j'ai la chance, je dirais même la chance de faire les grandes écoles en Belgique. Donc, j'ai fait l'Institut national des beaux-arts du Sénégal, les années 73, 76. Et après, j'ai eu une bourse belge. Et arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait les arts graphiques, graphic design. Alors, un graphic design, c'est quoi? C'est juste l'identité. Et notre monde, c'est voilà, l'identité. Alors, donc, moi, pendant 5 ans, j'ai étudié, comme dirais-je, la psychologie des couleurs, l'anatomie, la perspective, l'illustration littéraire, scientifique. Bon, c'est vraiment énorme comme étude, quoi. Alors, au Sénégal, on devient artiste. Donc, c'est ça que j'ai remarqué. C'est-à-dire, la réussite, c'est l'université. On a le bac, on va à l'université, on fait Sciences Po, droit, ainsi de suite. Alors, c'est là qu'on devient artiste. Donc, donc, on est chanteur, on est danseur, on est photographe, on est... Voilà. Alors qu'en Europe, c'est le contraire. C'est-à-dire... non, je veux dire, on est chanteur, on est danseur, on est musicien, on est photographe. Mais on n'a pas fait l'école, c'est-à-dire on est autodidacte, on est naïf. Alors, mais ce qui nous manque, c'est l'académie. Alors, il faut les 3 éléments pour former un pays. C'est-à-dire il faut qu'il y ait tout le monde. Je ne veux pas dire que, c'est-à-dire quelqu'un peut faire 8 ans les beaux-arts, mais ça ne veut rien dire. Mais il faut qu'il y ait des gens qui fassent, enfin, qu'il y ait des études académiques. Alors, moi, quand je suis rentré au Sénégal, bon, comme j'ai expliqué, je vois plein de choses. Comme on dit, c'est l'émotion, c'est le feeling. Alors que moi, dans notre société, il y a une répétition en général. Et là, je ne trouve pas bien. Et en général, c'est ça qu'on fait. Par exemple, comme tu me donnes une affiche, tu me dis une nuit des étoiles. Bon, je te dessine une nuit avec des étoiles. Bon, un enfant malade, je dessine un enfant. Donc, on ne réfléchit pas. Alors, je donne un exemple pour le logo de la Cour suprême. Alors, ils m'ont demandé de leur faire un logo. Ça a duré 5 mois. Donc j'ai réfléchi. En France, ils ont pris la balance. Bon, quand tu vas en Arabie Saoudite, c'est le sabre. Tu amènes ici le sabre. Nous, on pense Peul. C'est les Peuls qui... Voilà. Alors, moi, j'ai réfléchi. Nous, on dit de Malayo Boussion, pour Maharenek et Ben. Donc pendant 4 mois, 5 mois, on a réfléchi pour trouver justement une vision de ce genre. Donc ça, c'est... Moi, tout ce que j'ai fait, c'est en fonction de mon environnement, en fonction de ma culture. Donc voilà mon travail final. Je suis, par exemple, les femmes terres, c'est la même chose. Je suis rentré en 1995, j'ai dit, bon, je vais faire des photos. Bon, j'ai fait la peinture, j'ai tout fait. Hein, mais j'ai dit, je vais faire des photos pour exposer. Alors, mais j'ai réfléchi, parce que la photographie, en 1995, le Sénégalais n'achète pas la photo de quelqu'un d'autre. Le Sénégalais, il achète sa photo dans les maisons. C'est les photos de la famille ou la photo du marabout. C'est la photo qui entre dans les maisons. Alors moi, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour vendre? Alors j'ai réfléchi, comme le Sénégalais, il achète la peinture, j'ai dit, je vais faire des photos qui ressemblaient à la peinture. Et là, comme aussi culturellement, le sujet, j'ai trouvé un sujet, le corps. Parce que moi, j'ai dessiné pendant 5 ans le corps, comme on appelle ça, anatomie artistique. Donc, on est dans l'ergonomie. Alors, mais ici, le corps, on ne l'accepte pas. On est musulman, voilà. Mais alors, moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais faire un peu comme le vent. Le vent, ça, mais on ne peut pas le dessiner, quoi, le vent. Alors, donc, je ferai des personnages qui n'auront pas de visage, qui n'auront pas de peau. Voilà. Alors, quand j'ai fini mes photos, j'ai montré... Bon, des gens à qui vraiment l'art n'intéresse pas, quoi. Ils regardent les photos, ils me disent c'est des blanches, plutôt
de la peinture. Je dis non, c'est pas de la peinture. C'est du dessin, non. Je dis non. C'est des photos. Alors, il regarde de près, il voit que c'est des photos. Alors, troisième question, c'est des blanches. Je dis non, c'est pas des blanches, c'est des sénégalaises. Alors, ce qui est maintenant, mais c'est de l'art. Et c'est parti. Et depuis lors, c'est le travail là. Parce que quand on parle d'art, art égale, comment dirais-je, conception. Art égale créativité. Donc, tu ne peux pas dire ça me donne ça et ainsi de suite. Mais art, il faut quelque chose qui te différencie des autres. Il faut la création. Donc, à ce moment-là, j'ai créé l'image là qui m'a permis de sillonner un peu l'Europe. Voilà. Merci. Donc, les codes culturels vous ont inspiré. Ken Bougoul n'en a pas connu parce qu'elle n'était pas en famille. Pour Wagan Gueye, c'est la famille qui est le premier frein face à la créativité. Vous voulez rebondir? Oui, c'est-à-dire que la créativité face au code culturel, tout à l'heure je parlais d'autocensure, mais comme le dit Ousmane Ndiaye Dago, lui c'est un créateur, c'est un artiste qui a fait des études, le corps, ce que ça représente. Moi je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle et beaucoup plus riche. Non, moins riche. Parce que je posais comme modèle à l'école des beaux-arts de Bruxelles, pour l'école de peinture. Donc je posais comme modèle. Et donc la notion du corps, c'est pas parce que je posais comme modèle, c'est parce que j'aimais le corps, parce que j'étais née dans une zone, dans le Saloum, dans le Ndoukoumane à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où les femmes, l'islam n'était. Il y avait l'islam parce qu'en plus mon père qui a été parmi ceux qui ont essayé d'introduire le plus l'islam dans le Ndoukoumane, particulièrement à Malem-Hodar où je suis née. Mais le corps, les torses étaient souvent nus des femmes. Parce qu'il fait d'abord très très chaud. Il y a des travaux, soit de la terre, soit de prendre l'eau dans les puits, soit de piler le mil, etc. Où je voyais, la plupart du temps, les femmes étaient toujours dans un petit pagne, quoi. J'ai gardé même l'habitude, dès que j'arrive chez moi, je me déshabille, je prends un petit pagne et je vis pratiquement comme ça, quoi. Mais j'ai vu ça là où je suis née, à Malem-Hodar. Et donc, j'étais très, très proche du corps. Et c'est maintenant, peut-être avec l'âge et tout ça, et que je veux être une fille bien, que je ne touche plus mon corps. Mais avant, quand je parlais avec les gens, je me touchais, je parlais, je touchais mon corps. Et Ousmane, qui est en train de rire, qui a une fois, parce que j'ai fait un enfant très tard, après 40 ans, je ne sais pas s'il s'en souvient, et quand j'ai eu l'enfant, que je me suis retrouvée avec ce corps de ce bébé, où on prenait quand je prenais le bain, etc., nos corps étaient ensemble. Je suis venue ici en vacances et je demandais à Ousmane, qui est un excellent photographe et qui avait cette idée du corps. Je lui ai dit, Ousmane, je voudrais que tu me fasses une photo nue avec ma fille. Tu te rappelles? Mais Ousmane... Alors que moi j'étais dans un truc, j'imaginais que j'allais m'asseoir en tailleur, mettre mon bébé sur moi, coller nos deux corps comme ça. J'étais vraiment, j'étais presque une artiste, quoi. J'étais là, oh là là, ça va donner comme ça les deux corps. Et je l'ai proposé, il a refusé. Je ne sais pas si parce qu'il voulait me protéger ou il avait peur, il se protégeait lui-même. C'est à la mode maintenant sur les... Donc on voit que le code culturel, elle dit, mais non, Ken Bougoul quand même à son âge. Et puis, oh là là, faire. Et puis, moi, c'est une photo privée. Moi, je veux qu'il me fasse ma photo. Moi, je vais mettre chez moi. Ce n'est pas une photo pour exposer. Mais il a refusé de faire ça. Et donc, j'ai voulu comprendre. Et là, est-ce un code culturel qui l'a empêché? Parce que c'est une maman, ou peut-être que j'avais été l'épouse de Serigne Khassim Mbacké, le fils de Serigne Afia Mbacké, le frère de Cheikh Anta Gawane. On va dire, ah, Sokhna Maretou, ah,
on ne va pas la photographier avec son bébé. Et pourtant, c'est Serigne Khassim Mbacké qui a fait une prière pour que j'ai un enfant. Et toi, tu ne veux pas me faire la photo avec ma fille nue? Mais ça, c'est grave, ça. Et voilà. Peut-être il peut nous dire pourquoi. Donc là, il va nous dire pourquoi. Voilà. Je suis allé en Hollande, ou je pense à Bruxelles. J'ai rencontré un Toubab qui a fait 2 mois de prison, 3 mois, parce qu'il a exposé des photos nues. Alors, parce que lui, il n'est pas dans notre environnement. Moi, je fais des photos, mais je masque. Mes photos, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de peau. Donc là, c'est personne, quoi. Mais quand il y a un visage, alors là, c'est compliqué, je vais en prison. Mais on vous a passé commande, quand même. Comment? C'était une commande. Ah oui, une commande, mais c'est pas sûr, quoi. Non, maintenant, ce que je voulais ajouter par rapport à la famille, je pense que la famille, c'est un frein à tout. C'est-à-dire que la famille est le premier obstacle à l'individualité, à l'individu. C'est-à-dire que la famille noie l'individu dans le groupe, dans la famille. C'est-à-dire qu'on n'existe pas dans une famille, on n'existe pas en tant qu'individu. On existe en tant que membre d'un groupe où on essaie de s'organiser avec des codes sociaux, culturels pour en vivre ensemble, où soit c'est le père de famille ou le grand-père ou le marabout ou une autorité, il faut qu'il y ait une autorité pour être au-dessus de ce groupe. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'une partie de l'épanouissement d'un individu, même qui n'a pas fait la sculpture, la photographie, ou qui n'est pas dans une œuvre de créativité, mais de toute façon, vivre même, c'est de la créativité. Mais je pense que la famille, telle que nous connaissons la famille, la notion de famille ici au Sénégal, ça peut constituer un frein. Mais c'est que le sens de la famille que nous avons est un peu en contradiction, par exemple, avec notre législation par rapport à l'émancipation. On dit qu'un enfant, on est majeur maintenant à partir de 18 ans. Je crois qu'avant, c'était à partir de 21 ans. Mais quand on dit que quelqu'un est majeur, ça c'est la législation qui le dit, qu'on est majeur à partir de, même à l'époque si c'était 21 ans, en milieu traditionnel, c'était entre 21 et 25 ans. C'est-à-dire 25 ans, le jeune homme dans une famille s'isolait, même si on vivait dans la grande concession, s'isolait, avait sa case dans la concession, mais isolé des autres habitats de la famille. Alors que, comment cela se fait que si on est émancipé à 21 ans et qu'on continue à vivre dans la famille, à dépendre de la famille. Je pense que cette relation de dépendance où on ne se prend pas à charge assez rapidement, très tôt, alors que dans d'autres pays d'Afrique comme le golfe de Guinée, où j'ai vécu pendant plusieurs années, dans le golfe de Guinée, et même on le voit, même ici au Sénégal, on peut prendre le cas de Fatou Diom, qui est l'une des plus grandes écrivaines africaine, etc., une grande romancière, une fille très bien, qui est de Niodior. Et dans un pays Nyominka, l'émancipation commence très tôt, parce que Fatou Diom, au niveau de l'école primaire, pendant les vacances scolaires, elle venait à Dakar et elle travaillait comme vacancière. Et quand elle est venue jusqu'au lycée, elle venait travailler à Dakar comme carrément employée de maison. D'ailleurs, elle dit toujours qu'il y a une famille sénégalaise qui lui doit encore 7500 francs, qui reste de... Chaque fois qu'elle vient à Dakar à la télé, elle dit oui, il me doit 7500 francs. Et donc là, avec cet argent qu'elle gagnait comme vacancière, elle pouvait acheter ses fournitures scolaires, s'acheter des trucs, machin, et aller à l'école. Ça, on trouve ça chez les Nyominka, chez
des Sérères, certainement. Alors que les Wolofs, en général, n'ont pas cette notion d'émancipation. Donc, ce qui crée cette dépendance dans la famille, quand quelqu'un dans une famille, tu es logé, tu es nourri, tu es blanchi, ça se fait de moins en moins, hein, et que tout d'un coup, tu veux être artiste, comme il dit, parce que je veux être artiste, je n'ai pas fait d'études, ou soit c'est par déperdition scolaire, soit qu'on n'a pas une formation professionnelle, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On se réveille un matin, on fait ses cheveux comme ça, et puis on commence à changer de démarche, on commence à se la jouer. Je suis artiste, on met un petit cori ici, et puis tu dis que tu es peintre, et ta famille va te dire, tu es peintre en bâtiment ou quoi? Tu dis non, je suis un artiste peintre, je fais des trucs, etc. Donc ça aussi, il y a un problème de crédibilité. Parce que pour créer, il faut une autonomie, il faut une émancipation, il faut une prise en charge qu'il faut assumer. Parce que si on ne l'assume pas, on ne peut pas aussi être dans une famille, leur imposer que je suis artiste, qui dort à l'heure qui lui plaît, qui se réveille à ouais. Et on demande chez boutique, je donne mon café fort quoi. Mais la maman va dire, qui l'autre mo lay jëndali café di togal fele la wax de bo soxla café nga dem jëndal ko sa bop nga nan artiste nga nangam ak nangam. Mais ça c'est parce qu'on a créé cette relation de dépendance. Donc il faut que tous les grands artistes du monde ont galéré. Si tu ne galères pas, il va rester quelque chose de ta créativité parce que tu vas l'hypothéquer pour du confort, pour dormir, pour manger, etc. Donc, émancipez-vous si vous voulez créer. Morgane va devoir se rattraper. Je pense que tout à l'heure, vous voulez réagir aux propos de Ousmane Dago par rapport à la formation. Non, mais il faut dire aussi qu'au Sénégal, moi j'insiste beaucoup sur le cas du Sénégal, je le répète sur beaucoup de choses, et j'aime bien aussi fatiguer les autres Africains par rapport à ça, notamment les Camerounais, les Béninois et autres, d'une certaine exception sénégalaise par rapport à... C'est une chance, voilà, je répète ça. La chance que nous avons au Sénégal aussi, c'est d'avoir aussi un président comme Senghor. Et d'avoir, qu'on le veuille ou non aussi, d'avoir aussi des foyers de formation. Notamment, voilà, tout ce qui a donné, voilà, je vais par l'école de Dakar, les manufactures des arts décoratifs de Thiès, la venue d'un Pierre-André lorsque Senghor a tout fait en utilisant son pouvoir politique pour l'amener à Dakar, or qu'il était à, comment dire, à Poto-Poto au Congo pour former des peintres, une école des beaux-arts. Donc je pense... Donc il y a une contradiction très présente au Sénégal. On est dans un pays où l'art est présent, dans la formation, dans des studios de musique ou des cabarets, il y en a toujours eu. Bon, le plus célèbre serait le Miami d'Ibra Kassé, où beaucoup de choses sont nées en termes musicaux. J'ai parlé tout à l'heure de Lengstal, ancien tumbiste percussionniste de Numbawan, qui a été l'orchestre phare avant la venue d'un Youssou N'Dour ou du Baobab. Pour dire tout simplement, alors donc forcément ces jeunes urbains et beaucoup de jeunes aussi de l'intérieur, parce qu'il y a quelque chose aussi encore d'autre qu'on peut remarquer, un fait à souligner, que beaucoup d'artistes même visuels ne sont pas originaires de Dakar. Voilà. Quand tu prends des peintres comme Bokar Paté Diong, il est de Kaolack. Tu prends un sculpteur comme Darilo, il est de Tivaouane. Tivaouane, voilà. Il y a même un collectionneur sénégalais qui a réfléchi sur ça. Bref, ce n'est pas le sujet. Pour dire tout simplement, par rapport à tout ce terreau-là, musical, art visuel, photographie, cinéma aussi, musical aussi, la contradiction, c'est comment ces jeunes-là, de famille, et souvent aussi, très souvent, de grandes familles, c'est très contradictoire aussi, où on fait à souligner. Notamment, il y a un grand critique d'art ici, de la famille ici, de Serigne Cheikh Al Maktoum. Il paraît très tôt, sa famille lui a dit, tu gardes ta plume là. Tu vois, ça se dit, ça se sait, dans le milieu de l'art. C'était un des critiques très proches de LIC, de Joachim,
d'Agitar, donc forcément un des courants les plus forts des arts visuels au Sénégal. Mais très tôt, sa famille, il collectionne aussi, parce que même les marabouts collectionnent. Tu vois, c'est une Cheikh Gaïndé Fatma collectionné, c'est une Mbacké Sokhna Lo collectionné, c'est une, comment dire, Al Maktoum, Benetela sous sa réserve, je pense, ont acheté, comme Cheikh Hamidou Kane, on est dans des grandes familles, Torodo et autres. Donc bref, mais par contre, quand les jeunes, et ça c'est très récurrent, la violence, je parle de violence, hein, la violence que peuvent avoir très souvent les pères, parce que les mères, bon, sont très conciliantes, voilà, arrangent, voilà, donnent du temps, voilà, il n'y a pas une agressivité frontale peut-être avec la mère. Et ce phénomène est revenu très souvent. Moi, lors d'un voyage, j'ai atterri à Paris, je ne sais pas, Ibis, retard d'avion, patati patata, on tombe 7 qu'on nous met à part, donc 3 jours à l'hôtel. Et il se figure qu'un jeune des Padois est dedans. Et ce jeune des Padois me raconte, il me dit, tu es dans quoi? Je lui dis l'art. Donc 3 jours d'hôtel, on a le temps de causer pour qu'on nous mette dans le prochain corsaire. Il me raconte que sa famille était un peu l'autorité de la famille de Didier Awadi. Et lorsqu'il a voulu s'engager en musique, il a été, comme je dis, ce yap-là, il a été convoqué comme Soli. Malal Tala, je sors d'un colloque ou atelier au niveau du WARC, où Fou Malade animait un atelier avec Monaya cet après-midi. Et il racontait la même chose, que sa mère, même, lui, c'est même pas son père, c'est sa mère qui a insisté, que tu ne vas pas devenir artiste. Il était étudiant, beaucoup de premiers rappeurs étaient au niveau de l'université aussi de Dakar. Hein. Faut le souligner, Keiti, Awadi, comment dire, Malal Tala, Fou Malade. Et donc voilà, donc ce blocage-là revient très souvent. Et qu'est-ce que ça produit? Et c'est un phénomène très intéressant. Aujourd'hui, dans le milieu de l'art, tu verras beaucoup de critiques d'art qui n'ont pas fait art, c'est des gens qui ont fait droit. Je peux donner le nom de Sylvain Sankalé. C'est la plume qui revient le plus souvent. Et ça, il est écrit aussi dans un autre catalogue fait par Agitar lors de la Biennale 2018. Et il montre toute la pression qu'il avait au sein de sa famille, dans une famille catholique. Voilà, bonne famille, dakaroise en parenthèse, famille normale avec grand N. Donc ce problème de blocage, après cette tension aidera les créateurs. Il y a quelque chose encore, la contradiction va être récurrente, tu vois. Djibril Diop Mambéty, comme Oasis, sont de grandes familles, ils sont fils d'imam. Donc je pense que là, eux, ils ont réussi, ils ont négocié ce blocage, ce mur, pour pouvoir le sauter et faire carrière en art. Oasis continue sa musique, voilà, va dans les champs du cinéma aujourd'hui et tout, a accompagné la carrière de Djibril Diop et tout. Mais je pense que même cette tension aussi est une douleur que ces artistes transportent dans leur vie et qui leur est même fatale. Voilà, parce que je sais ce que je dis. Voilà, le cas de L'Instal est c'est un vieux que j'ai vu, artiste, je l'ai vu atterrir chez nous avec une grande torsade en or, un truc coupé, dis à ton père qu'on a une tournée à Paris. Voilà, je l'ai vu après, Dembon s'est cassé les dents après. Je l'ai vu sur ces derniers jours, il est mort à 63 ans, d'un accident en sortant du Kilimandjaro. Tu vois, ça fait un peu ce manque de bénédiction. Tu vois, je le relis au mot de son père qui disait, quand ils allaient les voir avec mon père, Amatal laisse les percussions. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes familles. C'est même la famille du président, maraboutique du président actuel. Donc bref, voilà, je le répète, on est dans une grande contradiction au Sénégal, mais on peut arriver à le négocier ce mur, mais ça dépend comment on le négocie. Mais il est très présent, en tout cas pour nous, pour les anciens et pour des gens comme moi qui ont la cinquantaine, 55 ans, je pense que ça n'a pas toujours été facile que dans des familles, qu'on accepte que des artistes ou qu'on s'engage en art. Et ça, des artistes l'ont vécu douloureusement. Quelqu'un comme Moustapha Dimé, aujourd'hui, ses œuvres coûtent une fortune. Il n'a qu'une seule héritière, mais sa famille n'en veut presque pas. Tu vois, parce que très tôt aussi, ce qui revient dans nos sociétés, il ne faut pas se voiler la face, ils peuvent relier l'art au caste aussi. Quelqu'un comme Dimé, tu veux faire le laoubé. Malal Tala vient de dire au Wark tout à l'heure, il est dans une famille de Torodo, tout couleur. Son grand frère est directeur de la télé, l'autre est directeur d'une... Il vient de le dire il y a quelques minutes, ça fait écho pour moi, c'est comme si cette conférence avait commencé. Comment dire, son autre grand frère est préfet. Et l'autre est, comment dire, directeur de journal, LAS. Tala, de Torodo, quoi. Tu viens d'une grande famille. Voilà, Yahourenga. Voilà. De Golbert, on dit Wakodemi.
Voilà, mais voilà, on est une société très contradictoire. On se dit le pays de Senghor, le pays de Cheikh Anta Diop, le pays de Yandé Kodou. Senghor a fait beaucoup d'art, mais il a réussi une carrière universitaire pour se le permettre. Voilà, voilà. Donc, je pense que il y a beaucoup de négociations. C'est jamais acquis, en tout cas dans le passé. Moi, c'est là où je veux. Et la famille, je pense, c'est un frais très continuel. Moi, il y a une expo que j'avais fait à Dakar, je vais fermer sur ça, en 2016, Médina Cité Muse. Et c'est parti d'une collection d'un grand collectionneur sénégalais qui se cachait et qui m'avait confié la collection. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Donc, quand je vais regarder bien, je suis né à la Médina, à la rue 31. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de peintres de Médina et je connais un peu l'histoire de ce pays quand même, de Dakar surtout, où je suis né, où j'ai grandi en majorité. Et j'ai dit, Médina, c'était Muse, de Lotz à Docteur. Pierre Lotz venait chez nous, préparer ses voitures chez mon beau-père, donc je l'ai vu plusieurs fois. Bref, donc l'expo a marché, mais il y avait beaucoup de dettes. Ma mère est venue un soir, m'a trouvé dans ma maison, j'étais seul, mon épouse n'était pas là-bas, il n'y avait personne. Elle m'a lessivé. Il m'a dit, Baïl l'art n'est pas bien, tu perds ton argent, depuis combien de temps? Mais je te jure, quand elle est partie, le soir, j'ai pris une claque. Bon, je vais dormir, hein, mais c'est des nuits où, voilà, c'est des nuits que tu te rappelles. Bon, heureusement, après, voilà, j'ai eu une entrée qui est venue d'un truc familial, qui m'a perdu au moins, moi, voilà, de solder mes dettes et de continuer. Mais voilà, mais cette claque, tu vois, en plein hivernage. Et puis même, il y a une vidéo qui circule où Joakam le dit, Arbahoul. Arbahoul, Bailen Ar, tu vois, donc et pourtant il a consacré toute sa vie à l'art. Donc voilà, je pense que ça revient très souvent ce mur, et moi on peut le négocier, mais il ne faut pas se voiler la face. Et ce qui est très contradictoire, beaucoup d'artistes qui ont réussi font tout pour que leurs enfants ne s'engagent pas en art. Ils vont les mettre dans de très bonnes écoles et les sortir pour qu'ils fassent d'autres études de management, de direction, de très haut niveau, high level, mais jamais leur faire prendre des sentiers, même de formation classique, beaux-arts, parce que les beaux-arts existent encore au Sénégal, toujours, voilà. Bref, merci. Contradictoire. Monsieur Dia, je veux parler de ces codes dans l'exercice même de votre activité artistique. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres codes que la famille? Quand vous êtes en plein exercice de votre activité artistique, vous faites de la photographie, vous peignez les filles, vous mettez de la boue avant de faire la photographie. Et ces filles sont en petit pagne. Est-ce qu'il y a certains codes qui sont intervenus par rapport à dans l'exercice de votre activité artistique? En fait, moi quand je travaille, j'ai mon studio, personne n'entre, donc voilà. Parce que moi, mon problème, c'est le résultat final que je veux que les gens voient, quoi. Alors, tout à l'heure, moi, en fait, la différence entre, comme j'ai expliqué, moi, je ne suis pas peintre. Au Sénégal, tout le monde est peintre, tout le monde est sculpteur. Moi, je ne suis pas peintre, moi, je suis graphiste. Et j'ai étudié ça. Alors, ça signifie quoi? Je travaille, parce que le peintre, il fait ce qu'il a envie de faire, le sculpteur, la même chose. Mais moi, je travaille en fonction du client. C'est le client qui me commande, et soit je fais des logos, soit à ce moment-là, donc il y a la réflexion, c'est des normes. Quand tu prends le vert et le rouge, c'est des couleurs complémentaires. Auchan est vert, Casino est vert, rouge, 7-Up est rouge, parce que c'est des couleurs complémentaires. Le blanc, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Le RBB, c'est la lumière. Bon, tu apprends la psychologie des couleurs, tu apprends la perspective, parce qu'on est dans un monde où il y a une ligne de terre, tu fais ça, c'est la ligne d'horizon. Tout se construit entre ces deux lignes-là. Donc, Boy Sanidara, c'est comme ça. Si tu prends comment on appelle ça encore, le truc du président là. Sénégal émergent. Émergent, c'est comme ça, donc ça arrive, ça tombe, hein, parce que c'est pas dans le bon sens, quoi. non, mais je veux dire, c'est des détails, quoi, parce que je sais que les gens, par exemple, si tu prends l'équipe nationale, mais les couleurs nationales, c'est de gauche à droite. Donc ça, quand tu dis vert, jaune, rouge, c'est vert, comme les sens aigus d'une montre. En haut, c'est toujours le vert. Le vert est toujours à gauche. C'est simple. L'équipe nationale du Sénégal, ils ont démarré par le rouge, le jaune. Il n'y a même pas d'étoile. On s'en fout. Alors, je donne un autre exemple culturel. Par exemple, si tu prends le logo de Yéhu Askenbi, c'est un oiseau qui s'envole, il y a des chaînes cassées. Mais notre culture, il n'y a pas de chaîne. Dañuy wax boum. Boumu jam la ñuy wax. Boumu jam bi dagg na. Mais on ne parle pas de chaîne. Donc ça, c'est le niveau. Les gens qui font ça, c'est juste des infographes, mais
il faut aller au-delà. Et je donne un exemple, parlant de la francophonie. La francophonie, en 2014, voilà, ils sont venus avec un lion. Il fallait mettre les 5 couleurs de la francophonie dans notre culture. Ils ont pris un lion, un petit lion qui saute. Alors, moi j'ai dit, Gan, on ne peut pas penser lion. Lion n'est pas dans notre environnement. Alors, il faut réfléchir. Alors, et là, j'ai pensé Moussour. Parce que quand j'ai dit à ma mère, Gan gi mi salon bi, je me sens Moussour avant d'y aller. Donc, bon, on m'a nommé quelque chose, ministre. Quand tu dis, pour faire. Mais c'est réflexion, bobo. Moi, cette culture. Tu entres dans notre culture. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas cette réflexion-là. Et maintenant, mon problème, comme je dis, il faudrait que, sur ce côté-là, côté graphic design, art graphique, qu'il y ait vraiment des écoles de professionnels dans ce sens-là. Parce que là, c'est l'identité. Et demain, on est appelé à vraiment à faire tout, quoi. Tantôt, vous avez parlé du Baobab Fou, le Baobab Fou que vous avez écrit sous pseudonyme Ken Bougoul. Et vous avez dit que la famille n'a pas été un frein, contrairement aux autres, dans votre exercice dans la littérature. Est-ce que le fait d'avoir écrit sous pseudonyme ne témoigne pas en quelque sorte un code culturel qui vous empêchait, en soulevant des sujets aussi sensibles que bouleversants dans le Baobab Fou, de vous protéger en mettant en avant Ken Bougoul au lieu de Mariétou Mbaye? Oui, ça c'est la compréhension des gens. Pourtant, il suffit d'un tout petit peu de curiosité, de lire des interviews, des explications, des films, des documentaires qui sont faits sur moi, où j'explique l'origine de ce nom. Quand j'ai écrit le Baobab Fou, aux 3/4 dans la rue, une partie, quand Aïssa John, ma copine Aïssa John, m'a accueilli chez elle, à Gorée, jusqu'à notre maison communautaire, où j'étais allée vivre avec les garçons, tous les garçons, dans la même maison à Wagouniaï. Il y avait Babacar Touré, le sculpteur, il y avait Cheikh Ngaï Doba, il y avait le grand peintre décédé Alioune Sow, il y avait tous ces jeunes futurs grands cinéastes, les Moussa Touré, Ben Dioga Beyvené, Djibidjo Mambeti, Abdaziz qui est devenu Waziz, qui était plus jeune, venait. Et je vivais avec tous ces garçons dans la même maison, sur les mêmes nattes. J'ai terminé le Baobab Fou, disons, là-bas. Quand j'écrivais le Baobab Fou, c'est le personnage qui s'appelle Ken Bougoul. Parce que je crois qu'au début du livre, les êtres écrasés seraient morts, quelque chose comme ça. C'est M. Roger d'Orsainville, qui était un réfugié politique haïtien, qui faisait partie de toute cette génération de réfugiés politiques haïtiens du temps de la dictature de Duvalier à Haïti. Il y avait les Gérard Chenet, Jacqueline Lucien Lemoine, Jean Brière, Roger d'Orsainville, avec sa femme, Ndeysane. Alors que Roger d'Orsainville, il était même ambassadeur, je crois, au Libéria, mais il est parti à Haïti, on devait le tuer ou quelque chose comme ça. Et le président Senghor avait accueilli tous ces Haïtiens et a essayé de les insérer vraiment. Lucien travaillait à la Radio Sénégal, Jacqueline le théâtre, Jean Brière, etc. Et Roger d'Orsainville travaillait comme directeur littéraire aux Nouvelles Éditions africaines. Et le personnage qui s'appelait Ken Bougoul, parce que le livre, je l'ai écrit en autofiction, dans une espèce de mise en abîme. Peut-être que inconsciemment, dans cette mise en abîme, inconsciemment, parce que je n'en étais pas consciente, c'était une manière de me distancier vis-à-vis du personnage, alors que j'écrivais « je », mais ce « je », c'est
Ken Bougoul. Et Ken Bougoul, c'est le nom de ma voisine au village. Enfin, même pas dans mon village natal, mais là où j'ai continué l'école à Guinguinéo. Quand je suis arrivée là-bas en 1957 ou 50, oh là là, faut pas que je dise les années comme ça parce que on va trouver que je suis une personne âgée. En 1900 longtemps, quand je suis arrivée, donc venant de Malem Hodar à Guinguinéo pour poursuivre mes études, puisque ma grand-mère y faisait du commerce, en face de moi habitait une jeune femme du même âge que moi, une jeune fille qui s'appelait Ken Bougoul Seck, de la famille de Massamba Seck, qui étaient des bijoutiers, qui faisaient les bijoux. Et moi, par rapport à mon histoire, d'avoir été séparée de ma mère très jeune, d'être restée vivre avec mon père qui avait 85 ans de plus que moi, donc quand j'en avais 5, il en avait 90, et puis il est devenu aveugle, que je promenais, parce qu'il ne voyait pas. J'arrive à Guinguinéo, et cette jeune fille vit avec son papa et sa maman, qui sont jeunes. Quand son papa revient de la forge, elle court l'accueillir, tenir la main. Moi, je n'ai jamais connu ça. On ne m'a jamais tenu la main. Je n'ai jamais eu un papa jeune. Je ne l'ai jamais appelé papa parce que je croyais que c'était mon grand-père. Puisque mes neveux étaient plus âgés que moi, elle l'appelait déjà grand-père. Donc, cette jeune fille, qui était ma copine, hein, on jouait dans le sable. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Mais j'étais jalouse d'elle. Jalouse parce qu'elle vivait avec son père et sa mère, qui étaient en plus jeunes, contrairement à moi qui n'avais pas vécu. J'avais été séparée de ma mère, on m'a laissé avec un vieux papa de 90 ans, aveugle. Et ensuite, elle était plus jolie que moi. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle était plus jolie, on dit qu'elle était plus... Les gens disaient qu'elle avait les normes de beauté. Et les normes de beauté, c'était le cou qui est long. Et moi, mon cou, là, il est un peu court. Hein? Et Ken Bougoul a le cou long. Elle n'était pas plus fine que moi. Elle était, voilà, elle était gracile même, pour ne pas... Si gracieuse, c'est lourd. Peut-être gracile, tellement elle était d'une fluidité. Mais moi, avec mes souffrances, etc. Et puis mon cou court qu'on me rappelait, j'avais tendance à me recroqueviller sur moi au lieu de me lâcher, de m'épanouir, etc. Et donc, dans la mise en abîme, le jeu devient Ken Bougoul. Mais en disant que, comme j'étais dans une démarche d'évacuation, tout ce que j'évacuais, je mettais ça sur Ken Bougoul. Je pense qu'il y a un conte de Bossu, l'autre qui lui dit tellement des mamelles là. Donc j'ai pris toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, tout ce que j'évacuais, j'ai mis ça sur Ken Bougoul. J'espère qu'elle n'a pas une nièce ou quelqu'un ici, parce qu'elle est toujours en vie. Elle habite à Touba, elle est mariée, elle me crie dessus tout le temps. Donc je suis toujours malgré tout harcelée quand même par ce prénom. Et donc j'ai voulu évacuer tout ça sur elle, vraiment... pour me venger d'elle, de sa beauté, de son cou long là, et de ses parents jeunes, etc. Donc, et c'est Roger d'Orsainville, qui était directeur littéraire donc au NEA, qui a même enlevé beaucoup de choses dans le Baobafou. Ah ouais. Il a enlevé des choses. À l'époque, c'était Mamadou Seck qui était le directeur général. Et qui a dit, si ce livre sort au Sénégal, avec ton nom Marietou Mbaye, tu ne trouveras ni mari, ni travail. Parce que je les connais, les Sénégalais, parce qu'ils se croyaient un connaisseur des Sénégalais. Des saints, paix à son âme. Et il a dit, il faut qu'on trouve un pseudonyme. Et comme moi, ce n'est pas moi qui ai déposé le manuscrit aux nouvelles éditions africaines, parce que je n'écrivais pas pour sortir un livre. Moi, j'étais dans un processus d'évacuation d'un surplus de vécu tellement intense, à tout point de vue, que je devais évacuer
pour laisser de la place à d'autres vécus. Sinon, j'étouffais de ce surplus de vécu. Quand j'ai pu taper 200 pages dans la communauté où je vivais avec les garçons, je l'ai envoyé à Annette Mbaye d'Erneville. Dans notre communauté, Ousmane William Mbaye venait nous fréquenter dans la communauté avec Ahmed Diallo, paix à son âme. Et un jour, Ousmane, maman est venu, je lui ai dit, attends Ousmane, donne ça à Tata Annette, à Mère B. J'ai pris un bout de papier, j'ai dit, bonjour Tata Annette, est-ce que tu peux lire ceci pour ma mère qui ne sait pas lire? Et c'est Annette Mbaye d'Erneville qui l'a lu dans la nuit et qui a amené le manuscrit au NEA et a dit à Mariama Ba, je viens de lire un manuscrit. C'est incroyable. Il dit, ah non, il faut que ça sorte. Donc, et c'est comme ça, elle qui a amené au NEA. Moi, je ne savais même pas où se trouvaient les NEA. Et c'est comme ça que le manuscrit est arrivé déjà pour sortir un livre. Ensuite, Roger d'Orsainville. Et il m'a dit, il faut trouver un pseudonyme. Je dis, moi, je m'appelle Marietou Mbaye. Il a dit, non, non, il faut trouver un pseudonyme. Oh, je dis, ben, le personnage s'appelle Ken Bougoul, on met Ken Bougoul. Donc, c'est comme ça que le Ken Bougoul, les gens pensent que j'ai choisi Ken Bougoul. C'est l'héroïne qui s'appelle Ken Bougoul. Mais la charge de ce nom aussi, parce que quand on porte le nom de Ken Bougoul, compte tenu de sa signification dans la société, le personne n'en veut, qui est une manière d'exorciser les morts précoces, les mauvais œils, etc., en fait une force aussi. Parce que quelqu'un, même la mort, puisqu'on sous-entend, même la mort n'en veut pas. Donc après le Baobab Fou, Sandré Braise et Riwan, qui étaient le même manuscrit, c'était le même texte, mais les 200 pages qui ont été dactylographiées ont donné le Baobab Fou. D'ailleurs, quand on lit le Baobab Fou, on lit Sandré Braise, on voit que c'est la suite. Et quand Boubacar Boris Diop m'a défié pour continuer à écrire, parce que je ne voulais pas continuer à écrire, c'est là, quand j'ai commencé à écrire, donc c'est la Poly et la mort, c'est là que je me suis dit, désormais, je veux m'appeler Ken Bougoul pour sa charge. Parce que si personne n'en veut, Ken Bougoul, même la mort n'en veut pas, ça va me libérer dans la créativité. Parce que je peux écrire ce que je veux, sur ce que je veux, comme je veux. Et je m'appelle Ken Bougoul. Donc personne ne peut rien contre Ken Bougoul. Donc je me suis approprié Ken Bougoul maintenant pour pouvoir mener non seulement au niveau de l'écriture, mais dans mon existence, dans mon quotidien, dans ma manière de vivre, comment je vis chez moi, dans mon quartier, avec ma famille, c'est Ken Bougoul qui me protège. Parce que l'authenticité, je ne subis plus de code. Parce que tout ce que je fais, j'assume. Et finalement, je m'en sors bien. Parce que quand je suis fauchée, chaque fois je dis, moi quand je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas faim. Ça c'est Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et ça me permet de résister. Parce que le problème c'est la résistance. Tout à l'heure, Wagan parlait de la famille, surtout les familles religieuses, les familles traditionnelles, Torodo. Même si on prend le cas de Baba Mal, mon neveu, il y a un de ses amis ici, Souleymane Ndiaye, a été son professeur au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Quand il a voulu aussi, lui aussi, devenir musicien, il est passé par tous ces trucs, non, chanter, etc., etc. Même Salif Keita, notre grand Salif Keita du Mali, Youssou N'Dour, c'est-à-dire on leur dit quoi, tu dois pas, tu dis, etc. Mais il faut aussi savoir résister. Mais la résistance, non seulement la résistance physique, spirituelle, mentale, intellectuelle, mais aussi la résistance de la passion. Parce que vouloir être un artiste, si on a vraiment la passion, on a ce désir
Dans la résistance, ce n'est pas une question de forcing, de violence. Hein. On peut trouver des voies et des moyens, comme il a parlé Wagan, de négociation avec les codes culturels qui nous entourent pour pouvoir créer. Mais seulement le problème qui se pose aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, c'est le problème de l'argent. Avant, si un enfant dit « je veux être footballeur », on dit « football ». Mais maintenant, à cause de Sadio Mané, même quand Aladji Diouf gagnait de l'argent, buvait du champagne, se tatouait le corps, tout le monde disait construire une maison pour sa mère. Ah, mais tout le monde voulait que... Maintenant, quand on voit des œuvres, moi je suis très contente de voir des œuvres des créateurs africains qui atteignent de leur vivant de 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions, des œuvres de peintres, d'artistes sénégalais, aujourd'hui des contemporains qui sont en vie. À partir de ce moment-là, cette forme de résistance, par sa passion, y croire et bien travailler. Parce que n'est pas artiste sur artiste, on se laisse machin comme ça là. Non, 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 non. L'artiste, il doit être plus exigeant. Et donc ça, c'est cette forme de résistance que les créateurs doivent développer pour pouvoir contourner les codes culturels, socio-culturels ou même les codes économiques qui peuvent constituer un frein à la création. D'accord. Merci, je pense que vous trois, vous résistez, vous êtes toujours là et vous exercez bien vos métiers artistiques respectifs. On va permettre au public de réagir. Je voudrais surtout remercier Dorine et lui dire qu'on avait besoin de ça parce que notre histoire doit être écrite. Alors, on parle aujourd'hui de code culturel, on parle d'émancipation et donc dans le cadre que moi, je travaille, je voudrais quand même donner un Sénégal très, très divers en parlant de mon expérience, en parlant surtout de ma famille. Parce que dans ce contexte familial, parce qu'on parle beaucoup de famille à côté de la créativité et de l'émancipation, je peux dire que je suis moi le Sénégal. Parce que j'ai 65% de Lébou et le reste c'est tout couleur malien. Et je suis née dans des familles, que ce soit tout couleur, ma grand-mère qui est malienne, elle est 65% des Lébou. Je suis née dans une famille très, très, très émancipée. C'est connu que Dakar, on dit que les gays, Dakar appartient aux gays. C'est vrai. Quand on remonte Dakar, les traités que les colons ont signés ont été signés dans la cour de mes grands-parents, la famille de Youssouba Marguerite, etc., etc. Mais dans ces familles-là, qui ont quand même engendré beaucoup dans les familles religieuses, comme les filles gays ont été mariées à Yoff, chez les Layènes, chez Paparan, sa grand-mère, et Medoundienne, qui est mon grand-père aujourd'hui. Les gays ont engendré la famille de Nyoro, dont la descendance de Maba Diakhouba. Les gays ont engendré aussi, chez les Toucouleurs, dont la famille Amour des Thierno Mansour Baro. Les gays ont engendré dans la famille de Cheikh Sadibou. Donc c'est pour dire que dans cette famille où les femmes étaient autodidactes, mais très émancipées et très entreprenantes. Moi, ma grand-mère, dont je porte le nom, est allée faire une exposition à Paris, juste après l'époque coloniale. Parce que tout simplement, elle était leader. Parce que tout simplement, elle était là pour dialoguer. Et elle a installé les premières maisons qui
qui se sont construites à Rebus, qui se sont construites à Koloban. Elle fut la première qui a dit, moi, je quitte Dakar. Dakar nous appartient, mais on doit construire Dakar, je quitte Dakar. Et là, les colons lui ont attribué, secrétaire général même, des déménagements. C'était une femme. Je prends le côté de ma grand-mère, à Thiès, femme de cheminot qui faisait son lait caillé devant la porte. Et quand les colons ont goûté son lait caillé, ils lui ont commandé des laits caillés. Et un jour, il a dit aux colons, vous m'achetez des seaux, vous m'achetez tout court et je commence à vous servir le lait caillé. Et c'est comme ça qu'elle a servi à la base militaire française de Thiès le lait caillé. C'était aussi une femme. Donc je suis issue d'une famille où les gens me disent, pourquoi tu te rases la tête? Toutes les femmes se sont rasées la tête. Que ça soit du côté tout couleur, j'ai des grands-mères, je ne les ai jamais vues avec des cheveux. Elles avaient des cheveux longs, mais elles les coupaient quand elles voulaient. Et il n'y avait personne pour leur dire, vous ne les coupez pas. C'est pour vous montrer que, quelque part, on a quand même eu ici, au Sénégal, des femmes très indépendantes, leaders, et qui ont su accepter, accompagner et être au devant de la scène sans pour autant s'inquiéter de ce que pensent les autres. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je tiens à le dire, parce que moi, c'est mon ADN. Je suis dans une famille où on passe pour des gens. Est-ce qu'ils ont vécu à Dakar, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont nés ici? Ce n'est pas possible, cette famille-là, d'où ils viennent? Alors qu'on n'a jamais immigré, je n'ai jamais quitté le Sénégal. Et quand je me remémore le passé de toutes ces femmes qui m'ont donné ce DNA-là, mais c'était des femmes autodidactes, qui étaient mariées ici, qui n'ont jamais vécu ailleurs, mais qui étaient émancipées, indépendantes. C'est pour dire qu'on a un peu de tout dans ce Sénégal-là. Et donc, encore une fois, je pense que c'est bon d'écrire l'histoire et de montrer aussi que dans cette histoire où on parle de code culturel et tout, il y a eu quand même des gens aussi qui ont eu la liberté d'expression, de faire ce qu'ils ont eu envie de faire. Voilà, je vous remercie. Je suis très content d'être ici parce que le thème touche à quelque chose qui me touche, vraiment la créativité. Ken Bougoul, vous avez dit que vivre même c'est de la créativité et je suis parfaitement d'accord avec vous parce que en ces temps où les problèmes sont passés des problèmes compliqués aux problèmes complexes, et un problème complexe, on s'en sort qu'avec la créativité. Et donc, il nous faut beaucoup de créativité pour nous en sortir. Et pour cela, il faut que la créativité soit, bien sûr, nous sommes tous d'accord que tout le monde est créatif, ce n'est pas seulement les artistes, ce n'est pas seulement les écrivains, mais il faut démocratiser, rendre la créativité beaucoup plus accessible en ce sens que on limite les gens. Il y a des facteurs bloquants. On dit que non, il faut être artiste pour être créatif, être peintre pour être créatif. Et je m'en vais prendre un exemple. De base, je suis journaliste et donc j'interviens, j'allais dire de mon temps libre, non, mais une partie de mon temps, j'interviens dans des écoles de journalisme. Et puis, un jour, dans une école de la place, il était question de revoir le programme, les modules, parce qu'on a trouvé que certains modules étaient vraiment gothiques et qu'il faut les adapter aux temps actuels. Et pendant cette période, j'avais proposé lors de cette rencontre d'introduire un module appelé créativité. Alors, on était une bonne dizaine, donc des enseignants formateurs, et puis c'est comme si je tombais d'une autre planète, parce que parler de créativité, un module de créativité dans une école de journalisme, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Heureusement qu'il y avait quelqu'un que certainement vous connaissez, Ken Bougoul, Baba Diop, journaliste, critique cinéma, il était là, et il a sauvé un peu les meubles en disant que bien sûr, il faut de la créativité.
Et dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de cette créativité-là. Qu'on soit journaliste, quand on va pour un reportage et qu'une caméra ne marche pas ou que le micro ne passe pas ou quelque chose, il faut créer. La vie, c'est de la créativité. Et là où je voudrais en venir, puisque vous êtes les acteurs, vous qui êtes là, les panélistes et autres aussi, vous êtes dans la créativité de tous les jours comme les autres, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment qu'il y ait un programme pas forcément standardisé, mais un programme quand même de créativité enseigné dans les écoles. Et pour moi, c'est d'aller même dans les écoles primaires, dans les écoles même élémentaires. Il faut que ce soit au bas âge parce que les siècles à venir, les années à venir seront beaucoup plus complexes. Et sans la créativité, on peut parler de la résilience, de la résistance, comme vous le dites. Oui, mais c'est la créativité, la première matière, le premier outil qui nous permettra vraiment de faire face à ces temps qui deviennent de plus en plus complexes. Une fois de plus, merci et merci aussi aux organisateurs de cet événement. Merci. Je n'ai pas trop l'habitude de prendre la parole en public, mais aujourd'hui je me le permets un peu. Je vais d'abord poser une première question à M. Dago qui tout à l'heure disait que pour être créatif, enfin pas pour être créatif, mais j'aimerais savoir si pour être créatif il faut forcément aller dans une école d'art. Parce que moi, j'ai rencontré énormément d'autodidactes qui sont tellement créatifs que certaines personnes qui ont fréquenté les beaux-arts, que ce soit ici au Sénégal, en France ou peu importe dans le monde. Et j'aimerais aussi parler un peu de la famille ici en Afrique, au lieu de prendre ça pour un frein, de parler de l'individualisme qui n'est pas du tout africain, qui n'est pas du tout dans nos coutumes, qui aujourd'hui, on le sait tous, qui avantage le capitalisme. Parce qu'un enfant qui a, enfin pas un enfant, mais un jeune qui a 18 ans, on lui demande de quitter sa maison familiale, son cocon, pour aller vivre seul, vivre entre ses études, chercher de l'argent pour lui. Et c'est ce qui amène la destruction de la nature pour créer de l'habitat pour tout le monde. Parce qu'il doit quitter la famille et... Bon, je pense que vous avez compris. Et... Pas forcément, hein. Donc, à vous tous, comment faire pour promouvoir un module de créativité dans les écoles? Ça, c'est la première question. Je tenais à éclaircir un point, par exemple. Il ne faut pas qu'on se braque. Voilà, faut pas qu'on se braque sur des positions, par rapport à ce que j'ai dit. Je persiste, je signe, je reviens. Je parle de faits existants. Et il y a une conférence qui s'est tenue une fois au niveau du Goethe, il y a 4 ans ou 5 ans. Et Mariama Touré, qui a l'école de danse sur la Corniche, vers la maison de Macky Sall, The Dance Hall, racontait dans un panel de ce genre, elle est jeune, elle a la quarantaine, très belle jeune fille, et de grandes familles sénégalaises, et elle a fait des études de journaliste, je pense facilement vers les États-Unis ou le Canada. Et quand elle est venue, rentrer à Dakar, elle voulait pratiquer la danse, ce que beaucoup font. Chez Marianne Niox, avec la compagnie Arteia, par exemple, dans le passé à Dakar, il y en a toujours eu, mais c'était des salles de danse européennes, en général, si ce n'est pas les Beaux-Arts, oui, Moudra Afrique plutôt. Bref, mais sa maman lui a dit, mais non, mais niet, je pense peut-être même c'est la fille de Babacar Touré, si je ne me trompe pas de Sud, ou bien c'est cette famille en tout cas. Mais après, quand elle a commencé très tôt à monter son école de danse, à louer des espaces et à lancer le truc en fille entreprenante, elle a amené de l'argent à sa mère, de l'argent un peu consistant. Sa maman lui a dit, ça commence à être sérieux. Donc voilà, on ne peut pas enlever l'histoire. Youssou N'Dour a eu son père, mais qu'il a défenestré. Ce n'est pas pour rien qu'il insiste beaucoup dans sa chanson, dans tout, de sa grand-mère, Marie Ndour. D'ailleurs, il a même été sorti de sa maison paternelle. Non, l'histoire est là, on ne la refait pas. Moi, je parle d'histoire. Jo Wakam et de Wakam fait partie des grandes familles lébou de Wakam. Ce n'est pas pour rien qu'il a passé toute sa vie au plateau, presque. En grande partie, en tout cas.
Pour dire tout simple, et ce phénomène n'est même pas sénégalais. Hein. Miles Davis a fait un livre sur sa vie, la drogue, la musique, le jazz, le racisme. Il est de très bonne famille, bourgeois. Son père était médecin. Sa mère était une grande bourgeoise noire qui voulait profiter de l'accession d'une noire aux États-Unis dans ces époques, d'une bourgeoisie. Il est né dans une famille bourgeoise, je le répète. Et donc, dans un livre sur sa vie, c'est lui-même qui raconte, quand il a voulu faire des études de musique, il est allé à une très grande école de musique qui s'appelle la Juilliard School. Et ensuite, quand il a fini ses études académiques de musique, il est allé dans les bas-fonds du jazz, il est allé voir un grand jazzman, il l'a trouvé en sortir de concert dans des positions très, pas recommandables, je dirais. Et ce monsieur qui est un grand jazzman, ça se trouve, l'a chassé même. Parce que ce qu'il voyait, c'est la vie qu'il aura après. Je vais fermer peut-être autrement. Abdou Diouf n'a eu aucun problème après le départ de Senghor, mais à traumatiser les artistes. Mais il faut voir, Magaye Kassé est là, Pape Sambakan, quand il t'en parle, je pense le trauma est en eux. Et pourtant, Senghor, voilà, c'était quand même le président du Sénégal. Mais cette permissivité qu'il avait, ou cet artiste qu'il a porté à bout de bras, beaucoup ne l'ont pas pardonné. Et même Abdou Diouf, qui a été le poussin de Senghor, qui l'a formé et lui a offert le pouvoir. C'est un phénomène très récurrent. L'art renvoie un peu à l'aventure, c'est même parfois... Je vais prendre une phrase qui m'a beaucoup marqué et je vais fermer sur ça. Il y a un grand homme politique, qu'on l'aime pas aujourd'hui, il est au devant de la scène, il est de l'opposition. Et il a dit dernièrement, je l'ai lu, sa mère l'a appelé, lui a dit « Reviens à Ziguinchor ». Ça m'a interpellé. Et il a dit à sa mère « Non, je dois travailler, on a un grand rassemblement, je dois le faire, je tiens, c'est Ousmane Sonko ». Après, sa mère lui a dit « Tu as raison dans ton énoncé, tu as les arguments, mais je parle avec le cœur d'une mère ». Voilà, donc c'est là où je veux en revenir. Je ne casse pas la famille parce que l'argent que je gagne, je le donne à ma famille. Quand tu as une autorité, quand tu pars au JT, c'est ta famille qui capte les trucs du JT et qui te l'envoie. Tes cousines, tes nièces vont t'appeler, vont te dire tonton pour la première fois et vont te féliciter. Mais c'est parce que tu es passé au JT. Tu as fait 20 expos, 30 expos, tu as accompagné des carrières, des artistes qui sont plus riches que toi, qui peuvent te payer, qui peuvent te donner de l'argent. Moi, quand j'ai besoin d'argent, je connais des artistes qui m'ont donné de l'argent parce que je les ai présentés, j'ai fait le premier expo et je les ai donnés les premiers collectionneurs. Aujourd'hui, ils ont de l'argent que je n'ai pas. Ils achètent des maisons, ils ont des comptes bancaires. Mais ça n'enlève à rien des codes de nos sociétés. Quels sont les codes de nos sociétés? Nous sommes une société conservatrice, tout est négocié. Voilà. Et je fermerai sur quelque chose. Samba Félix Ndiaye a voulu faire c'est les 68 arts. Il a voulu faire un film sur Senghor. Mais Djibril Diop Mambéty lui a dit, avec du recul, fais un film à la hauteur de l'homme. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui ont insulté Senghor, qui ont incendié Dakar avec les géocames et autres et autres. Donc voilà, c'est une mise en contexte de nos réalités, d'une société qui a une ouverture, qui s'exprime énormément, qui fait énormément de choses. Beaucoup d'artistes viennent aujourd'hui du Mali, du Ghana. Lors de la Biennale, les gens marchent presque pour venir à Dakar et rester à Dakar. Et même ne pas quitter Dakar, où tu les retrouveras, en tout cas pour les artistes, en décembre à Dakar. Parce qu'il y a des galeries, il y a des maisons. Ousmane Ndiaye Dago, pour dire à l'autre que vous êtes élitiste. Non, on n'est pas élitiste. C'est les gens qui ont d'autres problèmes, qui ont d'autres vies. Mais il y a plein d'événements. La Biennale est là, les offres sont là, les expos sont là. Après, le problème de la formation dans la petite catégorie ou dans les écoles primaires, ça aussi, il faut que l'État joue son rôle. Ce n'est pas au privé de tout faire. Bref, donc voilà, c'est une société qui a ses réalités, qui tout en acceptant qu'Ken Bougoul l'a vécu, elle parle avec nous dans des mots très propres, très voilés, très bien, mais elle a vécu une souffrance avant de faire le Boabab Fou. Voilà, elle a été très avant-gardiste dans la littérature féminine, elle a été la moins conventionnelle, mais elle a une histoire de vie très lourde qu'on peut renvoyer à ses jeunes sœurs comme Aminata Sophie Dieye, qui est décédée, paix sur elle, comme Khady Sylla, qui est de famille très normale avec N majuscule. Mais notre société, comme beaucoup d'autres sociétés, aime la normalité. Notre société est une société conservatrice. Quand on a voulu, il y a toujours un grand-père ou une grand-mère ou un oncle ou une tante ou une voisine qu'on appellera pour te remettre sur le droit chemin. Voilà, je vais fermer sur ça, voilà. C'est une réalité.
C'est une réalité. Je fermerai sur quelque chose. Il y a un panel qui s'est tenu, ça m'a fait très rire, Fatou Kandé Senghor, qui est une des artistes femmes les plus libres, les plus productrices, qu'on le veuille ou non, disait à Félune en pleine conférence, Félune, tu ne feras pas la révolution. Tu es très ami avec ta mère. Merci. Merci beaucoup, Wagan. Vous avez fait tout vous avez brossé à peu près toutes les questions qui vous étaient adressées, mais j'ai envie quand même de reposer la question, l'autre question à Ousmane Yaïdago, fermé, seul dans votre studio, ou bien même l'autre. Il y a le monsieur tout au fond qui demande l'impact de vos créations sur notre vécu. Eux, ils ne comprennent pas. Moi, je ne parle pas de peinture, je ne parle pas de sculpture. Moi, je suis designer, graphic design, c'est ce que j'ai appris en Belgique. En 1981, quand je suis rentré de Dakar, non, plutôt 80, quand je faisais mon sujet mémoire, je suis arrivé à Dakar, j'ai cherché la maison de Mariamba, et puis on m'a demandé d'aller au NEA. J'arrive au NEA, donc j'ai dit qui je suis, on m'a dit, tu termines tes études, on te prend. Donc moi je n'ai même pas chômé, j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler aux nouvelles éditions africaines. Donc mon métier, c'est ce qu'on voit, c'est le texte et l'image. Vous allez dans les supermarchés, c'est mon métier. Les affiches, les emballages, le design, tout ça c'est mon métier, c'est ça la consommation. Donc moi je veux que ça soit de la qualité, parce que si tu ne vas pas à l'école, ce n'est pas de la qualité. Donc il faut aller à l'école, il faut qu'on ait des écoles de design, de haut niveau pour qu'il y ait de la qualité. Je donne un exemple. Cette année-ci, j'expose pendant la Biennale. Donc, mon thème, c'est Sénégal Ben Bopole Ken Monuko Harniar. C'est sur la corniche. Hier aussi, c'était à l'aéroport, à IBD. Un peu partout, parce que moi, j'ai réfléchi. J'ai dit, je vais montrer ma culture. Donc, je prends un prétexte Sénégal Ben Bopole pour montrer ma culture avec ici, avec tout. Bon, alors, moi, je travaille tout le temps. Je fais des logos, je fais des plaquettes, des brochures, des trucs. Mais ça, c'est des études. Alors, nous, quand on parle d'art, on parle toujours peinture. Mais il faut que l'art, c'est très vaste. C'est l'écriture, c'est la peinture, c'est la photographie, c'est la design, c'est le design, c'est tout. Alors, moi, j'ai fait 5 ans art graphique. Tous les logos que vous voyez ici à Dakar, Socosim, Cour suprême, PMU, Chambre de commerce, AGETIP, tout ça, moi j'ai réalisé ces logos. Actuellement, cette année-ci, j'ai créé une école qui s'appelle ISPAC, financée un peu par l'État. Donc il y a mon collègue qui est là, Coli, avec qui je travaille ensemble. Donc moi, je veux que demain, qu'on aille vers la qualité. Parce qu'on ne devient pas artiste comme ça. Il faut étudier. Donc c'est ça mon problème. Et le monde qui nous entoure, c'est les arts. Tout est art. Tout. Fauteuil, voiture, tout est art. Tout est design. Alors, donc, les livres. Moi, je donne un exemple. Le livre que vous avez. Le livre, moi, je définis le format. Je définis là où on aura les caractères. Je définis les caractères. Je définis les interlignages. Je fais la mise en page. Ça, je l'ai appris avec la typographie, tout un truc. Il faut aller à l'école. Hein? Il faut aller à l'école. Je pense que même par rapport au caractère élitiste soulevé de l'art, il a répondu. La question suivante, c'est par rapport au code culturel. C'est quoi les codes culturels? Non. Oui, vous pouvez répondre comme Ken Bougou. Non, code culturel. Moi, c'est mon environnement. Donc, quand je crée, je pense à mon environnement, je pense à ma culture. Bon, c'est ça mon travail. Hein. Tout ce que je fais, je pense à... Bon, c'est ça, code culturel, c'est ton environnement. Tu ne peux pas faire... Le problème, quand les Touacs viennent à Dakar, l'art contemporain, on parle d'art contemporain, ils arrivent, bon, ils regardent ce qu'ils n'ont pas. Par exemple, ils voient un car rapide, ils prennent le car rapide, ils mettent musée. Et nous, car rapide, ça ne nous intéresse pas à cause des chauffeurs. Non, c'est vrai. Bon, ils arrivent, ils voient quelqu'un qui dessine un ciel bleu, un ciel vert. Oh, nice, ils prennent. Donc, ils sont dans les galeries un peu en Europe. Donc, c'est le côté naïf là qu'il faut aussi un peu quitter, quoi. Il faut être, c'est ça, qu'on aille vers la créativité, quoi.
Ken Bougoul, vous avez parlé tout à l'heure de famille, Wagan également. On aimerait savoir s'il y a d'autres codes culturels et quels sont ces codes, si on peut les répertorier apparemment pour camper le sujet au mieux. Oui, je pense aussi parfois il y a je ne sais pas si c'est des mots, des concepts ou des qui sont un peu bateaux. Parce que le jeune homme aux cheveux blancs qui disait c'est quoi code culturel, les miens sont beaucoup plus blancs que les, ne vous inquiétez pas, oh là là, moi c'est tout blanc. Hein. Et c'est quoi code culturel? J'ai pas. Au début, je me disais peut-être que bon, le terme comme ça, code culturel, c'est quoi? Mais c'est quand il a commencé à dire est-ce que les rastas que Wagan porte, est-ce que c'est un code culturel? Par exemple, si on voit le premier qui a vécu d'ailleurs jusque dans les années, je crois qu'il est décédé dans les années 80, un jeune homme à qui Serigne Touba avait mis la main sur sa tête, il a dit qu'il ne se coupe plus les cheveux. Je ne parle pas de Cheikh Ibra Fall. Hein. Le monsieur là, moi je l'ai vu à Touba. Il marchait et ses cheveux traînaient derrière lui. C'est-à-dire que plus jamais il va couper ça. Je me rappelle quand on habitait dans notre communauté là, à Wagunyai, avec tous ces jeunes hommes dont je parlais, dont le regrettait aussi Samba Félix Ndiaye. Et que comment le Jamaïcain, le musicien jamaïcain qui était venu au Sénégal, c'était avant Marley et Peter Tosh et tout. C'est pas Bunny Spear, Jimmy Cliff. C'est Jimmy Cliff qui est venu. Avant, à cette époque-là, on ne parlait même pas encore de... Bon, il y avait les Burning Spear qui existaient, les Wailers et tout, mais ils n'avaient pas atteint la notoriété de Jimmy Cliff. C'était Jimmy Cliff qui était venu au Sénégal et qui était parti à Touba. Et quand il a vu ces vieux qui avaient des mèches qui traînaient derrière eux, alors il s'est dit, alors que là-bas c'était aussi quelque chose de lutte, de combat, etc., le rastafarisme, etc., philosophie, combat, etc., etc. Donc, rien que ça, ça peut devenir une codification en disant un saint homme qui me touche la tête, je ne rase plus. On pouvait codifier ça, parce que tout ce qu'on appelle code culturel, et puis c'est pas général, ce qui est valable dans le Jolof c'est pas valable en pays Bassari. Hein? On dit la Casamance, la culture casamançaise. Mais ça n'existe pas, la culture casamançaise. Les cultures casamançaises. Parce qu'un Mandiak, un Djola, un Balante, les Baïnouk, et qui ont des rituels culturels, des codifications de leur communauté, de leur société pour un fonctionnement harmonieux avec des interdits, avec des libertés, etc. Ça, c'est une forme de codification pour vivre en harmonie que même moi qui ai toujours des chats, j'ai eu des chats qui avaient fait des bébés et elle avait accouché au salon, j'ai dit il faut les laisser au salon jusqu'à ce que les petits puissent se débrouiller. J'ai mis un carton pour que... etc. Mais je voyais, la maman n'a pas trouvé mon idée géniale de ce carton, alors que c'est parce que moi je voulais pas les déplacer, je les laisse là au salon. Et quand je l'observais à la dérobée, elle attrapait ses enfants par la peau du cou, elle avait choisi un autre espace dans le salon où elle les mettait. Elle allait prendre l'autre, je la regardais organiser comment les premiers jours de ces chats. Ça c'est des organisations pour la survie, pour l'harmonie, pour la solidarité, pour se protéger en cas de ceci, etc., etc. Et donc chaque communauté peut avoir sa propre codification et ce qui est valable ici ne l'est pas forcément là-bas. Mais
ça, c'était des formes d'organisation, de société. Dans les sociétés traditionnelles, avec des croyances. Moi, j'ai vécu dans des pays très, très mystiques, comme le Bénin, le pays du vaudou, etc. J'habitais à Porto Novo, les dieux sont présents dans la rue, dans le quotidien. Et j'ai vu que, par exemple, même ces croyances traditionnelles, c'était des formes d'organisation de la société. Il fallait croire en des choses, s'auto-suggérer en fait des choses. Quand on voit le matériel de rituel, par exemple, les tableaux, les sculptures, tous ces objets qu'on retrouve dans le vaudou, qu'on retrouve dans les rues de Porto Novo, etc., qu'on trouve à Haïti d'ailleurs. Dans la rue, il y a toujours des temples, il y a toujours des divinités, etc., où il faut passer, faire une prière. Mais en fait, quand je dis, mais je suis sûr que cette divinité-là, on met de l'huile de palme. Est-ce que ça va marcher si on demande quelque chose? Il dit, mais ça marche si toi tu le veux. Autosuggère-toi. Mais le fait que tu quittes ta maison, que tu vois ce truc recouvert avec des plumes, et que tu mettes de l'huile rouge, un morceau de charbon, et que tu dis, je vais au marché, parce que là-bas, les femmes sont de grandes commerçantes, même musulmanes, elles passent de Maria Tokpa, c'est la Vierge Marie du marché, Tokpa c'est le marché, même les musulmanes passent là-bas, ils croient, mais c'est de l'autosuggestion. Mais cette autosuggestion a permis que cette forme de créativité avec des divinités, etc., d'accrocher des rideaux, avec des trucs, de créer ce truc de mystère, c'est pour nous initier à des possibilités de croyances que nous auto-croyons et qui peuvent nous aider dans l'autosuggestion de nous... Voilà. Et donc, ça ne gêne pas. Moi, j'étais à Madagascar, un ami qui me dit, ah, on va au cimetière pour saluer les parents. Oh oui, j'adore aller dans les cimetières, on y va. Mais non, c'était la cérémonie où il fallait sortir les os des défunts pour les nettoyer. Mais en fait, pour les re-ranger, non seulement on les lavait, j'en ai lavé un peu, hein, parce que c'est les parents de mes amis, il faut quand même que... Hein, et j'aimais bien d'ailleurs, on a nettoyé, et puis après on a re-enveloppé ça. Mais en fait, à l'origine, c'était une question que les enterrements, que les cimetières n'occupent pas les terres arables pour cultiver. Et pour les troupeaux, les zébus et tout ça, parce que Madagascar, c'est un pays, voilà, géographie très, très accidentée, du nord au sud et tout. Donc, on nettoie, on les met dans un petit sachet, on met dans un petit coin. Donc, 10, 20 personnes peuvent se retrouver dans une petite tombe, contrairement à une tombe par personne, parce qu'à la limite, on va devenir que des cimetières. Mais à travers ça, où c'était d'utilité publique, pour récupérer des terres pour la culture et les animaux, ce rituel de nettoyer les os de défunts, etc., nous mettait dans un autre univers qui faisait que l'exercice devient une codification culturelle basée sur telle année où il faut faire ça, parce que c'est avant la saison des pluies, pour arranger, pour être sûr qu'il y a de l'espace, etc. Donc tout ça, c'est de l'autosuggestion. Peut-être que nous, il n'y a pas que ces genres de codification, c'est parce que nous avons aussi reçu des religions. Nous avons reçu l'islam, qui est arrivé d'ailleurs, qui a voyagé, etc. Et qui est arrivé, pas des codes religieux, ce que le Coran a dit, mais c'est que les sociétés où le Coran était descendu, ces gens qui venaient ont amené les codes culturels de cette société. Ça n'a rien à voir avec l'islam, avec le Coran, en tout cas le Coran. Donc, on a reçu ça. Le colonisateur est venu avec ses 3 M, comme disait Doudou Diène, anciennement à l'UNESCO, il dit c'est les 3 M. M les missionnaires, M les marchandises,
il y a un autre M. C'est-à-dire que le colonisateur est venu aussi avec celui qui nous a apporté la religion chrétienne et qui nous a apporté non seulement ce que l'Évangile ou l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament a dit, mais nous a amené des codes culturels de ces pays colonisateurs qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est des codes occidentaux, de système patriarcal, etc., qu'on nous a amenés. Donc ça aussi, ça a été en conflit avec nos propres codifications qu'on avait d'une communauté à une autre. Et c'est ça qui a créé ce méli-mélo où on se dit qu'est-ce qui est code culturel, qu'est-ce qui est ceci, etc. Donc c'est ça notre problème. Nous n'arrivons plus et nous voyons avec de plus en plus pas le développement de l'islam, la connaissance du Coran. On revient toujours au problème de l'école. Nous avons beaucoup de gens qui se disent musulmans, qui vont à la mosquée, comme aujourd'hui, avec plein de chapelets, plein de babouches, tout le boubou bazin. Moi, j'avais même décidé que tous les vendredis, je me mettais en jean pour être contre ce truc de tout le monde se met en boubou, en bazin, chapelet, babouche, une forme de mascarade. Alors que quand moi je vais, pourquoi je ne vais plus dans les mosquées de mon quartier? Parce qu'il y a des clubs là-bas. Non, je vous assure, hein, la mosquée qui est en face de Serigne Maudossi, là, au virage, j'habite à côté. Parfois tu viens, on dit non, non, Adja, parce qu'il y a les femmes du quartier de Ngor, les gens machin, et quand on a fini la prière, on te regarde même pas. Et je dis, il faut me regarder là. En plus, on vole les chaussures, on vole les portables, etc. Donc, ce n'est plus. Donc, ça veut dire qu'on est dans cette tragédie. Et ce que Binta Sissé, les Sissé, c'est la vérité. Nous parlons de laïcité, nous parlons de l'université. L'université Cheikh Anta Diop, il n'y a même pas un département de religion où on enseigne le christianisme, où on enseigne l'islam, où on enseigne le judaïsme. Il n'y a pas. Vous allez dans les universités américaines, il y a des départements de religion. Ils étudient les religions. Ils étudient en plus de ça les pensées philosophiques comme le bouddhisme. Mais pourquoi à l'université Cheikh Anta Diop on construit des mosquées? Et si maintenant, moi qui suis catholique, parce que la Vierge Marie c'est ma copine, pourquoi il n'y a pas une église catholique dans l'université? Et qu'est-ce qu'on va devenir avec tout ce truc de la laïcité? Et le problème de l'éducation, je ne suis même pas contre que chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais pourquoi dans l'éducation, on n'a pas mis tous ces programmes sur les religions, sur l'histoire de l'art? Un pays comme le Sénégal, le pays de Senghor, du Festival mondial des arts nègres, etc., de Picasso qui revient après, depuis 1972, etc., Biennale d'art contemporain, au CESTI, où on forme les journalistes, il n'y a même pas un volet histoire de l'art ou de critique littéraire ou de critique artistique. On s'improvise critique. Donc, nos médias, les médias ne parlent pas d'art. Ils ne font pas la promotion, ni de la culture en général. On pense seulement que c'est la danse. Bon, heureusement, de temps en temps, on montre un peu les bassaris, un peu les rituels d'initiation en Casamance. Mais il n'y a pas de critique parce que les gens ne sont pas formés. Donc, c'est pour ça que nos enfants, nos petits-enfants, le jeune homme on ne les a pas formés même à comprendre l'art. En plus, comme on était dans un pays où l'islam a cassé la représentation, ce que vous ne trouvez pas au Bénin. Par exemple, même le Mali, malgré l'islam, le Mali a fait une forte résistance en matière de ses religions traditionnelles, avec ses masques d'Ogon, etc. Vous allez au Bénin, tous ces rituels, etc. Donc c'est ça qui fait que nous sommes dans une espèce de... Nous sommes un peu perdus au Sénégal, dans beaucoup de domaines. Parce que trois phénomènes nous bloquent. Les médias, le lobby religieux, les politiciens.
C'est-à-dire si on trouvait une solution pour réorganiser ces trois phénomènes, d'abord, nous pourrons à partir de ce moment-là repenser nos codes culturels, repenser notre créativité. Allez-y, je pense qu'après on va faire un dernier tour. Juste, on a fait plus de 2 heures de panel, oui. En parlant de code culturel. Mais je donne un exemple très simple. On a un logo qui est là depuis près de 30 ans. C'est le ministère de la Santé. Il est là, on consomme, on ne fait pas attention. Alors, le ministère de la Santé, c'est quoi? C'est un cœur avec un serpent. Alors, le cœur, culturellement, ça n'a jamais symbolisé la santé. Le cœur symbolise l'amour. Non, je dis comment on est là, il y a des choses que justement que les autres réalisent, mais qui n'ont pas le niveau justement de concevoir des choses. Par exemple, le logo de la santé, c'est le cœur et le serpent. Le serpent ne symbolise pas la santé chez nous, culturellement. Le cœur non plus, parce que c'est pas parce qu'on est malade. Mais maintenant, non, je donne un exemple. Maintenant, c'est quoi? Ce qui me fait mal, justement, nous, notre santé, c'est quoi? Moi, sama yaram neexul. Le Sénégal te parle de son corps. Donc, si tu crées, il faut aller vers ça pour créer un logo sur le plan culturel. C'est ça un peu ce que je trouve dommage, quoi. Ça fait partie également des codes. Je rappelle que pour Ousmane Ndiaye Dago, les codes culturels l'aident dans sa créativité. C'est ce qu'il a souligné en tant qu'artiste graffeur. Et tout au début, Wagan a souligné que la famille pouvait être un petit peu une difficulté dans l'exercice des métiers artistiques et ils sont expliqués là-dessus. Vous voulez ajouter quelque chose, Wagan, pour le dernier tour? Merci Osama. Oui, moi d'emblée, tu sais, on a eu un échange au téléphone par rapport à cette j'en reviens et j'avais tenu à souligner ce point, mais n'empêche, j'ai beaucoup insisté et je l'ai dit, j'ai parlé de négociations. Donc on ne peut pas être dans un pays, ce qui a été souligné ici, on le sait. Madame Ken Bougoul a mis le doigt sur 3 points, elle a dit que c'est le lobby religieux, le politique et les médias. Je peux être d'accord. La politique et ce que l'État doit faire par rapport à une formation, par rapport même à des choses existantes il y a 60 ans, et que avec le temps, avec des politiques, des gouvernements différents, Wade a eu sa politique. Abdou Diouf en a eu avant Wade, il a désengorisé, c'est lui qui a enlevé l'école des beaux-arts fait par Senghor qui était à Pétavin et qui n'existe plus dans son format là, où il y a eu une dispersion de tous ces artistes. Quand même c'était des foyers de formation et même les jeunes d'antan du Sénégal dans les années 60, 70 et tout, il y avait énormément de mouvements de jeunesse, de cinéma de quartier, de mouvements de jeunesse, scoutisme, scout, comment dire, pionniers et autres, et toute une politique culturelle, qu'on l'aime ou on l'aime pas. Bref, pour dire tout simplement, c'est à l'État qu'il revient. Le point a été, Madame Ken Bougoul a mis le doigt sur ce point, c'est à l'État que revient la formation. Aujourd'hui, il y a énormément d'écoles privées autour de l'art, de plus en plus. Après qu'ils fassent bien leur travail ou pas, c'est un autre problème. Mais il y a l'école comme Supimax, l'ISM, comme toutes ces grandes écoles de management où on paye très cher, ont certaines formations, notamment en photo, audiovisuel et autres. Il y a eu l'expérience du Forêt Media Center qui a formé beaucoup de gens sur les techniques de cinéma, audiovisuel, techniques de l'image, je dirais, qui a eu son festival pendant très longtemps, le festival Image et Vie. Samba Félix Ndiaye même a collaboré avec le Forêt. Bref, pour dire que tout est là, mais il revient, c'est à l'État, je me répète, qui a les moyens, qui doit, le président, le ministère de la Culture, c'est à eux que reviennent de définir une politique culturelle, comme Senghor l'a fait il y a 60 ans, voilà, et que ça puisse essaimer jusqu'aux petites classes, la maternelle, voire même l'école primaire.
Mais quand je parle de négociation, forcément, quand je dis d'emblée que la famille est un frein, je ne dis pas que la famille est un frein et fait tomber tout le monde. Non. Ceux qui veulent s'engager par passion, par vocation et par amour, oui, la famille, il y a des codes culturels dans une société forcément. Dans une société urbaine dakaroise, il y a des codes. Quand tu as des lox, tu peux aller demander une fille. Il y a 20 ans, tu ne l'auras pas en mariage. Ah oui. Bah oui, des gens, moi j'ai connu des gens, pour aller au travail, dans un boulot, on leur dit, mais vous enlevez vos cheveux. C'est tout à fait simple. Donc, on ne peut pas rejeter ça. J'ai vu Cheikh Tidiane de Tourekunda est venu l'année dernière tourner un clip chez nous. Il me regarde comme ça, je viens, je le salue, il est très sympathique. Et je le connais par d'autres grands frères qui m'ont parlé énormément de bien de lui. J'ai vécu à Santiago dans son quartier, j'ai fréquenté même sa maison familiale. Donc, je le connaissais, j'ai l'écouté. Il m'a dit, tu as une belle tête, tu as des cheveux. Mais moi, quand c'est Serigne Mansour si, qui lui a toujours taquiné, parce qu'ils sont de famille Tidiane, le père revient toujours. Et de manière très adroite, il a réussi. C'est un homme qui a porté des locks pendant très longtemps. Après, il a eu des histoires très dures d'accidents, de tragédies, bref. Et Serigne Mansour a dit, je suis content que tu les aies enlevés. Mais de manière très subtile, Serigne Mansour a négocié avec lui sur le temps jusqu'à ce qu'il enlève ses locks. Et maintenant, il fait très petit. Voilà. Donc bref, si, notre société a des codes culturels, il ne faut pas qu'on se voile la face. Après, il y a des insoumis, comme Joe Wakam. Voilà. Ce n'est pas pour rien que les jeunes et beaucoup d'intellectuels sacralisent Joe Wakam. Voilà. Les gens, certains ne savent même pas que Joe Wakam peignait. Moi, j'ai vu des collectionneurs qui m'ont dit, je suis passé à côté de quelque chose. Parce qu'il a beaucoup, produit dans sa vie, il l'a théâtralisé. Et il a joué à tromper tout le monde, à pousser des idées par contre. Tu vois, c'est très important ce personnage. Mais Sylvain Sankale disait dans une conférence, et Magaï Kassé était là, la conférence se tenait au niveau de la Galerie nationale lors de l'expo de Chernias. Et Sylvain a été très ferme sur ce point. Il a dit, est-ce que si Joe Wakam revenait dans le Sénégal actuel, il pourrait vivre? Est-ce que Joe Wakam aura la latitude de ce qu'on lui a permis dans les années 70, 80? Est-ce qu'un Joe Wakam peut vivre dans le Sénégal des années 2020, 2022 et voir, voilà, nos sociétés, je le répète, je persiste, je signe, je suis très têtu, la société sénégalaise est très conservatrice. Même si elle a fait 68, après elle l'a négocié. Voilà. Les événements de mars sont qui? Seigne Muntaha a envoyé Seigne Bass Al-Khouran. Voilà. Il y a toujours le père. On ne tue pas le père, on négocie. Et donc, l'art aussi a besoin de... L'art est à la marginalité. L'art est dans la marginalité très souvent avant qu'elle ne soit récupérée par... Voilà. Après, je reviens et je ferme sur ça. La formation, il revient au président Macky Sall, actuel président, de définir une politique, de chercher des bons ministres, de savoir qu'il est dans le pays de Senghor et de faire des écoles de formation et des leviers qui aident les acteurs culturels à perpétuer une culture qui, très tôt, juste après les indépendances, a monté la barre très haute. Merci. Merci, Wagan. Ken Bougoul, mot de la fin. Que j'avais parlé d'individualisme. Vous savez, il faut qu'on fasse attention avec ces mots venus d'ailleurs. Parce que lui qui dit qu'on utilise des concepts venus d'ailleurs. Individualisme et individualité, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, nos sociétés traditionnelles savaient ce que c'était un individu. Avant qu'on en arrive à notre... conditionnement par des religions, par etc., la colonisation, etc., etc. Les sociétés traditionnelles pouvaient déceler dans une famille les potentialités de chacun et les orienter vers ces potentialités en vue d'en faire des gens épanouis, des individus épanouis. Ce que nous n'avons plus la capacité de faire avec les nouvelles générations. Parce que les modes de vie aussi, nos sociétés aussi ont changé. Combien de papas et de mamans, combien de fois ils voient leurs enfants?
tout le monde se lève, tout le monde va au travail. Quand les enfants reviennent de l'école, les parents ne sont pas encore rentrés, ils sont sur les tablettes, ils regardent un film, il y a un répétiteur, ils font leurs devoirs, parfois quelqu'un leur fait des spaghettis, ils mangent, ils prennent une douche pour ceux qui ont des douches à la maison, ils se couchent, ils dorment, les parents arrivent, donc on voit, on est entouré par nos enfants et nos petits-enfants, mais on ne passe pas de temps avec eux pour pouvoir dire, parce que chaque enfant est différent, c'est ça l'individu. C'est pas parce qu'il y a la famille qu'on est uniformisé, même gène, même maladie, même nourriture, même chapeau, même habit, même pensée, même goût, même aspiration. Finalement, on finit par... c'est pas la peine. Donc, c'est ça l'individualité. L'individu, on a 10 enfants. Comment arriver à identifier chacun de nos enfants en fonction de ça? Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'individualité et non d'individualisme. Et comme pour le mot de la fin, nous sommes à ça, nous revenons toujours au problème de l'éducation et de la formation. Et je voulais aussi, Dorine nous demande d'arrêter. Le président Abdou Diouf, on n'a pas toujours été d'accord. Mais pour ce qui est de la fermeture de l'école des Beaux-Arts, il y était contraint. C'est là qu'il fallait faire de la résistance. Parce que ce sont avec les accords de Bretton Woods, avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ce sont eux qui ont imposé au Sénégal de fermer l'école des Beaux-Arts, qui ont imposé au Sénégal de fermer Moudra Afrique, qui ont imposé au Sénégal de fermer l'école d'architecture, qui ont imposé au Sénégal de supprimer les internats, alors que nos parents, quand on quitte Malé-Modar, on allait au lycée Van Vollenhoven à l'époque, mais l'internat aidait beaucoup. Moi, mes frères, tous, ils ont fait l'internat à Vanvo, ça a développé, etc., beaucoup de choses. Tout ça, c'est pour ça que la résistance est importante. Si à l'époque, tous les pays qui étaient soumis au programme d'ajustement structurel, et ces programmes d'ajustement structurel ont attaqué la culture, ils ont cassé tout ce que Senghor a fait, ils ont cassé la culture. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, que nous sommes devenus insensibles à la culture, etc., etc., c'est la faute à ces programmes d'ajustement structurel meurtriers pour les populations sans boulot. Mais bon, ça a permis quand même aux femmes de prendre le pouvoir. Parce que quand les hommes ne travaillaient plus, les femmes se sont levées et depuis lors, on carbure. Je ne sais pas si c'est la réalité ici au Sénégal, mais dans beaucoup de pays d'Afrique se pose la question du statut de l'artiste. Et je pense véritablement que ça va de pair aussi avec les éléments concernant quelle est notre relation finalement aux arts et à la culture. Parce que si quelqu'un peut me dire qu'il peut vivre sans art et culture, moi je serais tentée de dire que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est très important, les bases tronquées. Ces bases ont été tronquées et avec la mondialisation qui s'accélère, l'Internet qui accélère le partage d'informations, les médias qui accélèrent les représentations, j'ai bien peur que le continent africain se perde davantage. Merci. Merci beaucoup. Je pense que pour la réponse, le statut de l'artiste a été voté, la loi a été votée en 2020 ou 2021, en tout cas récemment. Reste à savoir son application et les implications que ça va avoir dans la vie des artistes. Au Sénégal, le problème s'était posé, mais après, ils ont voté cette loi dont les artistes attendent toujours l'application. Monsieur Dago, on va passer à vous pour le mot de la fin. Vous avez tout dit. Oui, moi en fait, comme le micro, s'il vous plaît. On est 17 millions d'habitants. On est 17 millions d'habitants. Oui. On les 16 millions out, il reste 1 million. Et dans ces 1 million, il y a beaucoup de, comme j'ai dit, l'art, être artiste. Ce n'est pas l'école, c'est un don de Dieu. Donc moi, je n'ai jamais dit qu'il faut aller à l'école pour être artiste. Il n'y a aucune école où on t'enseigne à être artiste. L'école t'enseigne à respecter les normes. Et les normes, c'est international.
Donc, et là, ça te permet de bien manipuler, voilà. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est que demain, qu'il y ait justement des écoles. Par exemple, comme on dit, bon, moi, je suis menuisier, après mon fils est menuisier, après, bon, voilà. Moi, je pense que demain, moi, je suis menuisier, mon fils, il va à l'école, il a son bac, après, il va faire presque 4 ans, 5 ans. Et dans tous les domaines où on devient peintre, on devient ceci. Donc il faut, enfin ces domaines-là, qu'il y ait des écoles de formation, voilà, haut de gamme. Bon, c'est clair. Ça. À Monsieur Ousmane Ndiaye Dago, artiste peintre, graffeur, designer. Merci également à Ken Bougoul Marietou Mbaye, écrivaine romancière. Merci à Wagan Gueye. Wagan est commissaire d'exposition. Il travaille plus sur le textile également. Merci à l'Institut français de nous avoir accueillis. Merci à la plateforme Étoile africaine pour cette initiative, les conférences Lingué. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Merci et je pense qu'il y a quelque chose qui vous attend en dehors. Merci beaucoup.